Raconter l'histoire de la chasse au lion à l'arc, histoire aussi du chacal, du petit lion, de la lionne et des maris qui ont plus de courage que les lions. Une histoire racontée aux enfants? Non, eux ne connaîtront sans doute jamais la chasse au lion à l'arc. Dans Histoire sans images, Jean Rouch parlait de ses tournages et des premières projections. Je n'ai pas fait un seul film qui n'ait pas d'abord été projeté aux gens que j'avais filmés, disait-il. Puis, il faisait le récit de ses films, la chasse au lion à l'arc, donc. Les lions sont comme les belles filles, ils aiment le parfum. Il faut porter le collier magique qui rend invisible pour les chasser, les prendre au piège, savoir mettre le bon poison sur la bonne flèche, et se demander s'il n'y a pas parmi les chasseurs quelqu'un qui porte malheur, qui fait que la chasse à venir sera mauvaise. Histoire sans images, Jean Rouch, la chasse au lion à l'arc, par Michel Pollack, première diffusion sur France Culture le 30 juillet 1966. Histoire sans images, une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, la chasse au lion à l'arc de Jean Rouch. Jean Rouch, je ne sais pas si j'interviewe aujourd'hui l'ethnologue ou le cinéaste, et je crois que quand on bavarde avec vous, on ne sait pas toujours d'ailleurs si c'est un ethnologue ou un cinéaste qu'on interviewe. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Les deux. Les deux. Oui. C'est inséparable maintenant. C'est pas inséparable, c'est-à-dire que les films que je fais sont des films d'ethnologie. Quand je fais de l'ethnologie, je pense au cinéma. Donc, je crois qu'il est difficile de séparer un personnage de l'autre. D'autre part, étant né sous le signe des Gémeaux, ceci cadre très bien. Je crois que les gens doivent avoir une double vie. Est-ce que vous avez eu une vocation précoce? Est-ce que vous pensiez, étant jeune, devenir ethnologue? Non, absolument pas. Je faisais des mathématiques et je suis ingénieur des ponts et chaussées, en fait, comme formation. J'étais ingénieur des ponts et chaussées dans une des plus belles écoles de Paris, qui est rue des Saints-Pères, qui est une merveille en face de cette horreur qui est la nouvelle école de médecine. À ce moment-là, il y avait à la place le Nain Bleu où on vendait des jouets. Et on avait beaucoup de temps libre. Et je fréquentais le musée de l'homme par goût. Certains de mes camarades faisaient du droit. Et j'allais au musée de l'homme, et c'est là qu'un jour j'ai entendu Marcel Griaule parler de l'Abyssinie et de la falaise de Bandiagara. Et puis la guerre est arrivée, et après la guerre, après la première manche, en 1940, nous sommes retrouvés pour une dernière année ici à Paris. Et avec un certain nombre de mes camarades, nous avons décidé de partir. Et le seul moyen que nous avions de partir, enfin qui nous avait semblé le plus possible après avoir fait une tentative singulière en Bretagne, a été de devenir ingénieur des ponts et chaussées en Afrique. Et c'est comme ça que je suis parti en 1941 au Niger. En 1941 au Niger, c'était Vichy, c'était une période horrible. Et j'étais responsable d'un département de travaux publics avec un programme de construction de 1000 km de route à peu près. Et j'avais sous mes ordres à peu près 20 000 manœuvres. Il n'y avait aucun problème technique, mais il y avait des problèmes humains. Et c'est ainsi, si vous voulez, que j'ai commencé à penser que ce que j'avais appris au musée de l'homme était peut-être aussi important que ce que l'on m'avait appris dans les domaines de la résistance des matériaux. Et j'ai commencé à faire de l'ethnologie. Quels étaient ces problèmes humains qui vous ont frappé en premier? Eh bien, c'est que quand on a 10 000 bons hommes que l'on considère comme des manœuvres, on s'aperçoit tout d'un coup que ce ne sont pas des manœuvres, ce sont des hommes et qu'ils ont une identité. Et quand on essaye de savoir, dans un milieu comme celui-là, qui étaient ces gens-là, c'était horriblement difficile, puisqu'ils ne parlaient pas ma langue, puisque leurs vêtements, leurs habitudes, leur comportement étaient différents du mien. Alors, j'ai essayé de comprendre ce qu'ils étaient, et ils m'ont semblé très intéressants. Et après la deuxième manche de la guerre, j'ai abandonné les ponts et chaussées, j'ai fait une licence de lettres, et je suis devenu ethnologue. L'ethnologie, avant la guerre, était tout de même une science réservée à une toute petite élite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un grand mouvement des jeunes vers l'ethnologie. L'ethnologie d'avant-guerre, vous savez, c'était quelque chose que j'ai très peu connu, mais enfin, ce que j'en sais, c'était quelque chose d'extraordinaire. L'ethnologie d'avant-guerre est née du surréalisme, est née de l'art nègre, est née de ce grand mouvement intellectuel qui a conduit à l'exposition de 1937, à la création du Trocadéro,
et de gens qui étaient, pour un jeune garçon de mon âge, absolument fascinants, qui parlaient du monde comme de la banlieue, et qui ont ramené des images, des objets, qui avaient un tel pouvoir de fascination qu'on avait une seule envie, c'est d'aller voir comment était la réalité, qui d'ailleurs souvent était beaucoup moins belle que celle qui était évoquée là-dedans. Si vous voulez, le vieux musée du Trocadéro, où je me promenais quand j'étais enfant, où on tirait la barbiche de mannequins de cire qui représentaient des sauvages, entre guillemets, de Polynésie ou d'ailleurs, était vraiment un endroit où on rencontrait le rêve au détour de chacune des galeries. Même la poussière du lieu était incitée à partir dans Jules Verne. Alors, il est très difficile de comparer cette période, qui est une période de découverte, une période d'enthousiasme, au métier un peu fonctionnaire que nous faisons maintenant. Il n'y avait à ce moment-là aucune bureaucratie. C'était l'époque où naissaient ces idées extraordinaires qui sont nées en France, comme par exemple le Centre national de la recherche scientifique, où l'on admettait qu'un chercheur n'avait pas besoin de son baccalauréat pour rentrer. Il n'avait besoin d'aucun diplôme. Il avait besoin d'une seule chose, qui était la plus rare, c'était d'être intelligent. Ça, on a fait beaucoup de chemin, puis on est en train de perdre ce filon. Alors on essaye de le maintenir, mais c'est difficile. Et l'ethnologie, alors, dans votre vision d'enfance ou d'adolescent, c'était une forme d'approche des 7 merveilles du monde. Enfin, c'était Jules Verne, c'était l'évasion un peu tout de même. C'était pas tellement l'évasion, c'était la curiosité. La découverte du monde. Savoir ce qu'il y avait ailleurs. Or, c'était un piège, puisque l'un des premiers pays que j'ai découvert complètement était le Niger, et j'y suis resté. Ce qui montre que l'ailleurs n'a pas besoin de pluriel. Et au fond, vous avez découvert ce qui devient maintenant un lieu commun, c'est que tous les hommes se ressemblent et qu'au fond, ce sont les problèmes des hommes sur place qui sont importants. Donc il faut rester dans un endroit et approfondir le contact humain. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans le métier que nous faisons, hélas, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, il faut rester, il faut durer, il faut vivre, il faut passer très 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 longtemps dans une région, et à ce moment-là, ce qui est absolument normal, à ce moment-là, on commence à la comprendre. Ce qui est dangereux, c'est que quand on la comprend bien et qu'on l'aime, à ce moment-là, on n'a plus du tout envie d'écrire quoi que ce soit, on a simplement envie de vivre, ce qui est évidemment une autre position. Et au fond, vous êtes de ceux qui avaient tué ces bons mythes confortables de l'entre-deux-guerres, enfin, le côté voyageur à la Paul Morand, ou en descendant plus bas, les Madones des Sleeping à la De Cobra, enfin, l'esprit 1900, qui a duré jusqu'en 1935 ou 40, j'ai l'impression, qui était le mythe du grand voyageur, qui voyait rien d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire c'était l'exotisme pour l'exotisme, c'est être toujours ailleurs, être dans un endroit, rêver à un autre endroit. Et effectivement, comme la Terre n'est pas très grande, on finit par faire le tour assez vite, et on revient. Oui, on l'a tué, enfin, je ne suis pas du tout le seul, enfin, nous avons été beaucoup là-dedans, nous avons été un certain nombre engagés dans cette aventure, qui d'ailleurs n'est pas finie, et qui avait, malgré tout, même après la guerre, justement, un goût d'aventure qu'elle a de moins en moins. Enfin, l'aventure actuelle, l'aventure moderne qui veut que l'information, les transports font que le monde est n'importe quel endroit du monde est à 2 pas. Enfin, ceci va tout changer. C'est donc une autre aventure, une aventure que nous ne connaissons pas encore. Mais même après la guerre, nous sommes partis en mission juste après la guerre avec 2 de mes camarades, qui étaient d'ailleurs des camarades de l'école des ponts et chaussées, pour descendre le Niger en pirogue. Et nous sommes partis dans cette fournée incroyable que Jacques Becker a mis au cinéma dans Rendez-vous de juillet, qui était très proche de cela. C'est-à-dire un certain enthousiasme de gens qui voulaient voir ce qu'était ailleurs. Et malgré tout, à cette époque, pour aller à Niamey, il nous a fallu 4 jours de Junker, avec un certain nombre d'escales en Algérie, au Sahara, avant d'arriver à notre point de destination. Actuellement, il faut 4 heures. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'aller en week-end à Niamey que d'aller à Romorantin. Surtout le samedi soir. Surtout. Et puis, il y a aussi cette forme de voyage qui a existé à l'époque privilégiée, où seuls quelques privilégiés pouvaient se le permettre. C'est que l'instant où c'est par fournée de tocars et d'avions et de trains que les gens vont voir ce qu'il y a à voir, ils ne voient plus rien, ils ne se voient les uns les autres. Enfin, cette espèce de vision abominable que l'on a maintenant dans les plus beaux lieux du monde.
les temples sont cachés derrière les autocars, les voyageurs ne voient pas les gens du cru, mais se voient eux-mêmes et voient les boutiques qu'on leur a consacrées. Oui, mais enfin ça c'est le système Club Méditerranée qui est atroce, ça a beaucoup d'avantages puisque les gens du club ne voient que les gens du club puisque c'est un club fermé. Alors ceux qui n'en font pas partie, au moins savent les endroits où il ne faut pas aller pour être un peu tranquille. Oui, mais je veux dire tout de même que il y a une espèce de course à travers le monde maintenant des gens. On s'imagine que pour son standing, il faut avoir vu certains endroits dans le monde, et c'est devenu ridicule à l'époque où il y a des films et des livres d'art merveilleux qui permettent de voir beaucoup mieux souvent les monuments que les gens vont voir en groupe. Oui, ça vous avez absolument raison. Il y a des tas d'endroits que je connais pas dans le monde et que je n'ai pas envie de connaître, car je sais que si j'avais envie de connaître ces endroits, j'aurais envie d'y rester. Or, malgré tout, on ne peut pas consacrer une série de 10 ans de son existence aux 7 parties du monde, ça fait beaucoup. Et finalement, on s'aperçoit de plus en plus que l'exotisme est quelque chose de faux et que on peut faire l'ethnologie dans son propre pays. Enfin, c'est un peu ce qu'on commence à découvrir lorsque Ruspoli, nous parlons cinéma tout à l'heure, lorsque Ruspoli va enquêter chez les paysans de la Lozère, au fond on s'aperçoit qu'on peut faire en Lozère ce que vous avez fait en Afrique. Oui, et même pour ne pas parler cinéma, actuellement, l'une des voies dans laquelle est engagée l'ethnologie française est l'ethnographie de la France. Ce merveilleux vieux bonhomme qui est Georges-Henri Rivière, qui était l'un des fondateurs du Musée de l'Homme et qui est un peu notre père à tous, est actuellement parti sur des recherches très intéressantes dans l'Aubrac et dans le Châtillonnais, considérant que la population de Châtillon-sur-Seine et de ses environs est aussi digne d'intérêt que les Dogons de la falaise de Bandiagara. Il y a un personnage extraordinaire, encore une parenthèse, c'est Claude Seignol qui a ramassé comme ça les légendes de certaines régions de France aussi. Et on y découvre que, encore aujourd'hui, enfin, il y a des mythes, des légendes qui sont pour nous aussi surprenantes que les mythes les plus surprenants d'Afrique. Oui, mais ça, alors là, c'est le grand rêve, si vous voulez. Ce mythe existe à Paris. Oui. Or, le mythe du Parisien d'aujourd'hui est recouvert par tellement de gadgets et tellement de bêtises, par tellement de maladies sociales, qu'il est vraiment très difficile de l'extraire. Mais je crois qu'il existe. Enfin, faire une ethnologie du Parisien serait quelque chose de très passionnant. Mais c'est une de vos tentations permanentes, non? Oui, c'est quand je fais des films en France, c'est ça. Oui. Mais ça marche pas. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. On est chez des gens qui sont infiniment plus sauvages. Et vous n'avez pas essayé, enfin vous l'avez un peu amorcé aussi, enfin de demander à un noir de venir faire d'ethnologue chez nous? Actuellement, oui, nous avons justement, je vous parlais du Châtillonnais, un de mes collègues du Niger, Diolé Laya, qui actuellement étudie les populations du fleuve Niger, va venir travailler au Châtillonnais pour étudier le paysan des bords de la Seine. Ce qui me paraît d'abord un juste dialogue, un juste retour des choses, et puis également ce qui va nous permettre de nous comprendre. Car vous savez, l'ethnologue, comme le dit Lévi-Strauss, c'est un monsieur qui doit être d'une autre civilisation. Il est très difficile d'étudier sa propre civilisation. Alors on peut admettre qu'un Parisien étudie le Châtillonnais, qu'un Breton étudie la Corse, etc. Mais à l'intérieur même là, c'est assez compliqué. Il vaut mieux arriver de l'extérieur avec son œil neuf. C'est-à-dire qu'il faudrait refaire un petit peu les lettres persanes et se poser à l'envers et demander vraiment aux Persans, demander vraiment aux Orientaux de venir chez nous et de donner leur réaction, parce que quand c'est Montesquieu qui le fait, c'est évidemment truqué. Oui, c'est ça, c'est-à-dire on tombe très facilement dans le trucage. Il est très facile de faire une découverte de Paris comme d'une cité perdue au milieu de la jungle, mais on tombe très vite dans le truc et dans le système, et ça n'a aucun naturel. Effectivement, il faudrait le faire, mais ça va venir. C'est là, si vous voulez, quand les moyens de transport et d'information sont tels que ceci va être possible, et que les gens illettrés pourront s'exprimer grâce à une caméra et raconter de merveilleuses histoires aux enfants de leur pays et aux enfants des autres pays, simplement parce qu'ils auront le moyen de se servir des appareils merveilleux que nous avons fabriqués. Et Dieu merci, nous ne savons pas comment ils marchent, mais nous savons nous en servir. Et cela nous mène tout de même peu à peu à poser la question du cinéma. Lorsque vous êtes installé au Niger, vous avez choisi une région précise en Afrique pour l'étudier. Vous ne vous êtes pas baladé dans toute l'Afrique. Si, j'ai fait toute l'Afrique occidentale. Oui. Et justement, juste après la guerre,
avec 2 de mes camarades, nous avons descendu le Niger, ce qui permettait ce fleuve qui coud à peu près toute l'Afrique, qui part de la forêt, qui monte, qui vient frôler le Sahara, qui va se jeter dans le golfe du Bénin, qui traverse des pays francophones et anglophones, donc d'avoir une idée à peu près générale de ce pays. Et je suis revenu au pays que je connaissais, qui est la région de Niamey, la région du fleuve, où habitent les Sonra et les Djerma, qui sont des gens avec lesquels je me trouve de grandes affinités, et qui sont tout d'abord passionnants au point de vue de l'étude, mais également, à mon sens, très enrichissants au point de vue de l'amitié, ce qui est énorme. Donc, je me sens parfaitement chez moi, et j'espère qu'ils me sentent également parfaitement chez eux. Est-ce qu'on n'a pas la tentation, lorsque on se met à vivre avec eux de cette façon, d'abandonner un petit peu les critères d'efficacité européenne et de se laisser vivre? Non, parce qu'il y a d'autres caractères d'efficacité. Bon, enfin, il y a des choses qu'on abandonne très vite et qui sont difficiles d'ailleurs à abandonner. Mais enfin, il y a certaines notions, moi, que j'ai abandonnées depuis très longtemps. Par exemple, la notion du temps, c'est fini. C'est fini. Je vis dans le temps subjectif. Et le seul moyen d'être heureux, c'est de ne pas avoir de montre, ou une montre qui ne marche pas. Alors ça, c'est très difficile pour les autres. C'est très difficile de s'intégrer à cela. Alors on y arrive, mais enfin, ce sont des éléments... évidemment, c'est une lutte continuelle. Mais enfin, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que, si vous voulez, le système actuel... Enfin, je vis à peu près 6 mois en Afrique et 6 mois en France. Et que ce dialogue singulier est très enrichissant. Quand je rentre d'Afrique et que je débarque à Paris, bien pendant un mois, oui, maintenant j'ai un peu plus d'un mois de séjour, ça commence à s'émousser. Mais vraiment, je redécouvre mes contemporains avec une très très grande surprise, en bien et en mal. Et quand je reviens de France et que je retourne en Afrique, je retrouve mes amis africains également avec une très grande surprise. Une différence de comportement, une différence d'attitude. L'une d'ailleurs n'est pas meilleure que l'autre. Il y a peut-être un plus grand art de la vie chez les Africains que chez nous. Mais c'est un art de la vie qui, au bout d'un certain temps, également devient lassant parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ici, c'est le contraire. Il se passe tellement de choses qu'on a envie que ça s'arrête. Oui. Alors, entre les deux, on arrive à trouver son équilibre. Oui, parce que moi, ce mouvement de balance, parfois, pourrait être irritant. Moi, je ne connais pas l'Afrique, mais je connais l'Orient. Et je me souviendrai toujours d'avoir été... à un endroit précis pour aller voir une chose précise, et chaque jour on m'a dit oui on ira, et je suis reparti 1 an et demi après, je n'avais jamais vu cet endroit, et les 2 premiers mois c'était abominable. Je me disais mais enfin c'est fou, des fois je préparais ma petite valise le matin pour partir, personne ne venait, et au bout de 6 mois j'ai complètement oublié, et j'ai dit comme eux, oui, il faut qu'on y aille un jour, oui. Et quand je suis reparti ça n'avait plus aucune importance. C'est cela. Et ce n'est pas en fait un renoncement. Enfin, très souvent, ils avaient raison, ou ils ont raison. Car pour voir un certain nombre de choses, il faut être en état de pouvoir les voir. Oui. Donc, ils attendent qu'on soit en état de pouvoir les voir. Oui. Ce n'est pas formulé d'une façon aussi directe, même certainement mentalement. Mais enfin, je m'aperçois que, si vous voulez, ce que nous, les ethnologues, nous avons tendance à considérer comme... le miracle, la découverte, eh bien la découverte, elle s'est préparée très longtemps, elle est venue, nous avons eu de la chance, ce n'est pas vrai, nous nous sommes trouvés à ce moment-là parce qu'on était dans l'état tel que l'on pouvait découvrir ou poser la question qu'il fallait poser. Très souvent, un certain nombre de nos collègues s'étonnent encore que, au bout de 2 ou 3 voyages, ils découvrent quelque chose et ils posent la question à l'informateur, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? Et les autres répondent parce que vous ne m'avez pas posé la question. Et alors on dit, mais alors vous saviez bien qu'on était là-dessus? Oui, mais pour répondre à cette question-là, il faut d'abord qu'elle soit posée. Comme vous ne l'aviez pas posée, vous n'étiez pas dans le stade de connaissance qui nécessitait votre accès dans cette connaissance et au milieu des gens qui savent cela. Et lorsque vous avez eu ces premières découvertes en Afrique, quelle est votre première réaction? D'écrire, de prendre des notes, ou tout de suite de montrer les images de tout ça? Non, j'ai commencé par prendre des notes. Je ne savais pas du tout ce qu'était la caméra, rien du tout. J'ai commencé à écrire et si vous voulez, l'un de mes pôles d'intérêt a été très rapidement des problèmes de danse de possession. Je me trouvais dans une région où ceci se passait d'une façon assez fréquente. Et j'ai assisté à un certain nombre de cérémonies auxquelles je ne comprenais pas grand-chose et que j'essayais de décrire. Et c'est devant
l'impuissance du stylo, du crayon à décrire une cérémonie qui se passe sur plusieurs plans à la fois, où il y a un très grand nombre d'actions simultanées, que j'ai commencé à penser que la seule façon de s'en sortir, c'était de faire du film. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était que le cinéma. Si, je le savais en ce sens que, toujours quand j'étais à l'école des Ponts et Chaussées, je fréquentais, vous voyez, il y avait déjà un signe. Je fréquentais d'une part le musée de l'Homme et d'autre part la cinémathèque, qui à ce moment-là se réunissait au-dessus du Marignan, dans la salle qui s'appelait FIF, et où Langlois, notre cher Langlois, avec un morceau de fil électrique qui lui servait de ceinture, venait nous annoncer que Charlot Soldat ne pourrait pas passer, mais qu'à la place, on passerait au large une voile. Alors je connaissais ce cinéma-là, mais le cinéma pour moi était un monde complètement inconnu, un monde... ça me semblait être une usine extrêmement compliquée, et je ne pensais pas qu'il soit possible de faire des films comme j'en ai fait par la suite. Oui, enfin tout ça était très lié, si vous voulez. Oui. Mais enfin, normalement, la difficulté qu'il y avait, c'est que aux alentours des années 40, le cinéma, c'était quand même une industrie lourde, difficile, chère, etc. Et la chance, je ne sais pas s'il faut dire cela, enfin il est certain que c'est la guerre qui a tout changé en introduisant le 16 mm. Les Américains en particulier ont mis au point des caméras qui existaient déjà, et qui sont devenus des caméras presque professionnelles, car ils s'en servaient pour les actualités de guerre. Bien ça, cette simple fait, ouvrait le cinéma à tout le monde. Alors j'ai été tout le monde. Et vous avez acheté votre première caméra à quel moment ? En 1946, en partant avec Sauvy et Ponty. Nous étions donc dans cette aventure, je vous dis, Rendez-vous de juillet, et nous avions des copains qui partaient chez les Pygmées, et qui était avec une équipe de cinéastes incroyable. Il y avait Séchant, il y avait Guessot, il y avait tous ces gens-là, et nous essayions de faire la même chose. Et puis il aurait fallu que nous ayons un producteur, et je suis allé voir un producteur qui m'a dit: si vous emmenez Fernandel à Tombouctou, je vais bien vous donner la pellicule. Alors j'aime bien Fernandel et j'aime bien Tombouctou, mais enfin l'un et l'autre je ne voyais pas très bien. Remarquez, on a peut-être eu tort. Ça a peut-être fait quelque chose d'assez bien. Ça a peut-être changé la carrière de Fernandel. Oui, et ça a peut-être changé la vocation de Tombouctou. Oui. Eh bien, le résultat, c'est que finalement, quelques jours avant de partir, on a réuni toutes nos économies et on a acheté au marché aux puces une caméra Bell & Howell, justement une ancienne caméra de la guerre. On a dû payer quelque chose comme 80 000 francs anciens. Et on a acheté la pellicule, et c'est dans l'avion qui m'emmenait qu'un de nos camarades cinéastes de l'autre équipe, l'équipe Pygmée, l'équipe de Noël Balif, m'a montré comment on chargeait la pellicule. Je ne savais même pas comment on mettait la pellicule là-dedans. Et nous avons commencé à filmer. Alors, on a eu beaucoup de chance, parce que très vite, j'ai perdu le tripode, j'ai perdu le pied. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas tourner sans pied, parce que cette époque, on ne peut pas tourner sans pied. Puis finalement, on s'est aperçu qu'en tournant, on pouvait essayer d'être stable. Et on a commencé à travailler à la stabilité. Et puis on a eu beaucoup de chance aussi, c'est que les films que nous faisions, nous ne savions pas très bien quoi faire, étaient en fait très mauvais. C'est-à-dire qu'on a appris à se servir de cet outil en tournant. Et enfin, on a eu encore une autre chance, c'est que tout d'un coup, il y a eu une chasse à l'hippopotame, au harpon, et on l'a filmé. Alors c'était une chance, car là, tout d'un coup, avec mes camarades, nous avons trouvé que, à partir du moment où il y avait un sujet, que nous étions dégagés de toute contingence technique, car on s'était entraîné déjà depuis 6 ou 7 mois à filmer dans n'importe quelle condition, c'était pas tellement difficile. Et on est revenu avec un matériel qui était pas très très bon, mais les actualités françaises ont été intéressées par ce film, qui a été agrandi en 35 mm dès 1946, en noir et blanc, et monté par les actualités françaises. Et ça a été un grand encouragement, d'une part financier, parce que cela nous a permis de rembourser la caméra et la pellicule qu'on avait achetée, et d'autre part un encouragement à se servir de cet outil, puisque ces premiers balbutiements cinématographiques s'avéraient vouloir dire quelque chose à partir du moment où il y avait quelque chose à dire. Alors ça, c'était pour moi une grande chance d'avoir découvert dès le départ cela. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de film. Mais quand il y a un sujet, il peut y avoir un film. Mais il y a tout de même un problème de forme. Oui, il y a un problème de forme. Mais s'il y a le sujet, si on le connaît, eh bien, on a quand même une certaine chance de ramener quelque chose.
Et dès le départ, vous avez tourné en couleur? Non, c'était en noir et blanc. C'était en noir et blanc. Oui, en 46, c'était un film qui est sorti aux Activités françaises sous le nom incroyable Au pays des mages noirs. Et le commentateur était celui qui faisait à cette époque le commentaire de l'arrivée du Tour de France. Bien que le commentaire est sur le même style. Et maintenant l'hippopotame, etc. Exactement sur ce style-là. Et ce film a eu une honorable carrière, et continue d'en avoir une. Enfin, il n'était pas extraordinaire, mais seulement c'était un petit document de 10 ou 12 minutes, et qui était vraiment le grand encouragement à aller plus loin. Mais d'ailleurs, à cette époque-là, je pense qu'il était plus facile de faire prendre un film par les actualités, car l'exotisme jouait encore, car on avait tourné peu de choses tout de même encore en Afrique. Ah oui, alors lorsque on était encore à la croisière noire. Enfin. C'est ça, lorsque les gens des actualités françaises ont vu cette histoire, d'abord ils m'ont demandé comment on avait truqué tout ça, etc. Non, on n'a rien truqué du tout. Et effectivement, c'était beaucoup plus facile. Alors là, je suis reparti avec seul cette fois-ci, et avec une caméra et de la pellicule couleur. Et j'ai tourné 3 films, dont 2 faisaient partie justement des Fils de l'eau, dont le film sur la circoncision. Et j'avais appris moi-même, en montant mon premier film, j'avais appris ce qu'était le cinéma. Je montais ce film de la chasse à l'hippopotame, le premier donc, au ministère de l'Agriculture. À ce moment-là, le 16 mm n'existait pas, il n'y avait pas de presse 16 mm, il n'y avait pas de collure, il n'y avait pas de visionneuse, rien n'existait. Alors j'avais un de mes camarades qui était au ministère de l'Agriculture, Armand Deleuil, qui était le responsable de la Cinémathèque, et qui m'avait dit: j'ai un vieux projecteur 16 mm, viens monter ton film là-dessus. Alors je montais le film directement sur le projecteur, en coupant, alors Deleuil me guidait un peu, et c'est ainsi que nous avons commencé à faire nos premiers ensembles. Je crois d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un qui travaillait chez lui à ce moment-là comme monteur également. Un certain Alain René qui aussi découpait de la pellicule avec joie, et on apprenait son métier, si vous voulez, pratiquement tout seul. Et ces films en 16 mm ont été, comme on dit, gonflés pour être présentés en 35 mm dans les cinémas. Oui, à ce moment-là, il n'y avait aucune projection possible en 16. Il fallait donc faire le gonflage. Et ce film, Au pays des mages noirs, est le premier film qui était gonflé en France, de 16 en 35. À cette époque-là, cela restait tout de même pour vous un travail d'ethnologue qui me présentait un document, ou est-ce que tout de même déjà vous avez dit: j'ai fait un film de cinéaste là? Non. Pour moi, c'était un document d'ethnologue que je considérais comme une illustration aux travaux que je rédigeais par ailleurs. Mais je m'étais aperçu, et surtout quand je suis revenu avec ce deuxième film sur la circoncision, que, par exemple, j'étais à peu près incapable d'écrire un article sérieux sur la cérémonie de la circoncision, car j'avais fait le film. J'avais fait le film d'abord, et quand j'essayais de décrire cela, je disais: mais à quoi bon? Autant se référer au film, dire que les garçons arrivent de la droite vers la gauche, on a un petit plumeau à la main, etc. C'est là, c'est pas la peine de le dire. Donc là, c'était, si vous voulez, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'il y avait un certain domaine dans lequel la caméra était irremplaçable. Et ces films que je passais devant des sociétés savantes comme la Société des africanistes, je m'apercevais que mes collègues et mes pairs africanistes finalement étaient bien plus accessibles que je ne le pensais à ce langage du cinéma dans leur propre domaine. Là, alors, si vous voulez, pour cette deuxième série de films, j'ai eu encore un autre avantage. Jean Cocteau, qui préparait le festival de Biarritz, festival du film maudit, avait entendu parler de ce film et m'a fait venir à Biarritz. Je me souviens, nous sommes partis, nous avons pris un train à la sauvette avec Alexandre Astruc, on allait à ce festival, où j'étais arrivé avec mes 2 petites bobines sous le bras. Les films, à ce moment-là, on ne passait que l'original, car il n'y avait pas de moyen de faire de copies, et la sonorisation était faite avec des disques. Et je me souviendrai toujours de Lénard, qui était à ce festival, qui me regardait en train de mettre des disques et de chercher la plage correspondante et de parler dans un micro pour faire le commentaire en même temps. Ce qui était vraiment Mais tout ceci était, je dois dire, terriblement stimulant. Il y avait une espèce de minute de vérité, parce que si on se foutait dedans dans le commentaire, c'était fini. Enfin, imaginez-vous qu'à un festival, le réalisateur soit là, il soit obligé, pendant le festival, de faire à la fois sa sonorisation et son commentaire. Et bien, contrairement à ce qu'on pouvait penser, je crois que j'ai jamais fait de meilleur commentaire que dans ces conditions, parce que stimulé par ce qui se passait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui très souvent à la télévision, d'ailleurs. Le commentaire en direct peut être très bon. Enfin, oui, bien sûr. C'est très stimulant aussi. Alors au départ, lorsque vous avez fait ces premiers films, les ethnologues professionnels, les académiciens de la profession, enfin, n'ont pas estimé que vous étiez un farfelu qui utilisait un moyen de foire, le cinéma, car c'était encore un peu ça à l'époque, c'était du cirque. Non, ils ont estimé que j'étais un dangereux
illusionniste en ce sens que j'allais détourner l'ethnologie française vers des voies qui sont les voies abominables du commerce. Il s'imaginait que ces films que je faisais allaient me rapporter des fortunes. Et hélas, ils avaient tort. C'est vous qui avez inauguré cette période qui a fait descendre de leur piédestal ces grands metteurs en scène qui étaient pour nous des espèces de personnages mythiques vivant à Hollywood, n'est-ce pas? Et puis justement, le cinéma est descendu dans la rue. C'est ça, oui, il y est resté. Oui. Alors, effectivement, nous pensions que des gens allaient s'intéresser à cela. Or, il est certain que ces films, s'ils ne sont pas restés le domaine des spécialistes, ont eu quand même une audience relativement réservée, ce qui est d'ailleurs très bien, enfin, à mon sens. Alors ça, c'était, si vous voulez, le danger. On se disait, voilà, vous allez introduire les milliardaires au musée de l'Homme, nous attendons toujours. Mais ils ont assez rapidement compris, si vous voulez, que cet outil était un outil absolument indispensable à utiliser, et un peu mieux que le pensait le vieux père Mauss, qui disait dans ses cours à la Sorbonne, il faut utiliser la caméra, par exemple, pour faire un filet, vous mettez la caméra sur un pied, vous appuyez sur le bouton, quand le filet est fini, vous arrêtez, et puis vous tirez ça chez vous. Ce qui est une méthode très valable, mais enfin, à ce moment-là, il fallait d'abord des kilomètres de pellicule, et pour pas grand-chose. Ils n'avaient pas la notion de ce temps que l'on peut raccourcir. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme précédent à l'époque, au point de vue film ethnologique ou para-ethnologique? Bon, il y avait Flaherty, bien sûr. Bien sûr. Mais Flaherty faisait des films qui coûtaient horriblement cher. Et il y avait eu quelques films qu'avait fait Griaule, et le film de Marc Allégret. Marc Allégret, Voyage au Congo. Voyage au Congo, oui. Alors évidemment, il y a La Croisière Noire dont vous parliez tout à l'heure, mais qui était un film, ou La Croisière Jaune, mais qui était des films de très grand spectacle et des films du caractère voyage. C'est-à-dire, ce qui était intéressant dans le film, ce n'était pas le pays que l'on traversait, c'était les gens qui le traversaient, qui est une optique évidemment tout à fait différente. Mais Flaherty, est-ce qu'on peut le considérer comme un ethnologue? Je pense que c'est un génial cinéaste, et c'est même sans doute un de mes préférés, mais est-ce que c'est un ethnologue? Non, Flaherty était un poète, c'était un explorateur, et c'est un homme qui avait un don extraordinaire de faire participer les gens qu'il filmait aux films qu'il faisait, mais qui appliquait exactement les méthodes de l'ethnologie. Par exemple, pour tourner Nanook, Flaherty était resté 1 an en contact avec la famille de Nanook, et au fur et à mesure que le film se faisait, il le développait dans une petite cabane, et il projetait le film à Nanook, et il faisait le film avec Nanook. Ouais. Eh bien, en 1921, ce procédé de la caméra participante, comme on l'appelle maintenant, c'est un procédé absolument révolutionnaire. Ouais. Maintenant, si vous voulez, quand il a tourné Moana of the South Seas, il est resté 1 an sans tourner 1 mètre de pellicule, simplement pour apprendre à connaître le pays. Et c'est pendant l'année suivante qu'il a tourné son film. Et tout était comme ça. Donc c'était un homme extrêmement chaleureux et un homme qui voulait comprendre. Et pour comprendre, le temps pour lui n'existait pas. Vous avez fait une série de courts-métrages, ensuite vous les avez réunis d'ailleurs. Dans le film Les Fils de l'eau. Dans le film Les Fils de l'eau. Qui était à ce moment-là agrandi, c'était un des premiers films agrandis en couleur, qui était agrandi en Angleterre. C'est la raison pour laquelle ce film n'existe plus d'ailleurs, car le négatif est à Denham et il y a des difficultés pour retrouver certaines parties. Car à ce moment-là, on ne pouvait pas faire d'agrandissement en France. Donc j'ai sorti un film Les Fils de l'eau, qui était un ensemble de 6 courts-métrages que j'avais fait, et qui semblait aux producteurs et à moi-même de pouvoir passer le mur des écrans. En fait, Les Fils de l'eau ont tenu, je crois, 1 semaine à la pagode. Mais enfin, le film était fait, ce qui était le principal. Et alors, comment réagit les Noirs? Parce qu'à cette époque, ils n'avaient pas l'habitude de voir beaucoup de gens venir les filmer. Bien, si vous voulez, dès cette époque, j'ai appliqué la méthode que j'applique toujours et qu'appliquait Flaherty, c'est-à-dire je suis reparti avec mon film sous le bras et c'était le présenter, leur montrer. Et l'accueil était non seulement favorable, mais c'est là que ces Africains ont compris ce que je faisais. Ils savaient que j'écrivais des livres, mais des livres, ça ne veut rien dire. Comme beaucoup étaient illettrés, ils me voyaient un livre avec leur photographie de temps en temps, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Alors que là, ils ont compris et ils m'ont critiqué. Ils m'ont dit non, c'est pas comme ça qu'on est, c'est pas vrai, tu t'es trompé, etc. Donc le dialogue a commencé là. Et le cinéma est rentré directement dans leur vie. Il l'était déjà d'ailleurs, puisque le cinéma existait. Mais enfin, si vous voulez, ils se sont aperçus que le cinéma était un moyen qui permettait à quelqu'un de dire ce qu'il pensait d'autres personnes. C'est un moyen de communication. Et depuis, j'applique toujours la méthode. Je montre toujours mes films. Je n'ai pas fait un seul film qui n'ait pas d'abord été projeté
aux gens que j'avais filmés. Mais vous dites c'est un moyen de communication. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'autocritique? Et à ce moment-là, ça peut être dangereux, ça peut déformer. Oh, c'est dangereux, oui, tout est risqué, mais enfin c'est pas. Si vous voulez, la critique qu'il y a là-dedans, c'est que des gens se voient, où ils s'admettent ce qu'ils sont, et alors à ce moment-là, si c'est un individu qui se trouve laid, ça arrive à tout le monde. À ce moment-là, si les autres rigolent, bon ben c'est très bien. Il découvre qui il est, c'est peut-être un peu embêtant. Mais enfin, malgré tout, il n'a rien à dire, il est tel qu'il est. Ou alors il découvre que je me suis trompé, qu'il y a une déformation, un truc. Par exemple, il y a un reproche qu'ils m'ont fait, et que j'ai retenu beaucoup depuis, c'est que dans ce film, il y avait aussi une chasse à l'hippopotame, mais j'avais mis une musique, qui est une musique, d'ailleurs une musique de chasseur. Et ils m'ont reproché ça terriblement, en me disant, mais quand on est à la chasse, on ne fait pas de musique, sans ça les animaux s'en vont. Ça, vraiment, il faut supprimer ça, ça n'a rien à voir. Et c'est ce jour-là, je dois dire, que j'ai compris, je crois, le côté très extraordinaire, le côté retardataire de la musique de film. Oui. Je sais que je ne suis pas du tout d'accord avec un certain nombre de mes collègues, mais quand dans un film, j'entends la musique, eh bien, c'est que le film n'est pas bon. Je me suis aperçu de ça depuis. C'est la musique, c'est la cellophane dans laquelle on met des images. C'est un peu la même chose avec les belles images. Quand je vois des belles images dans un film, c'est qu'il n'y a pas de film. Exactement. Alors ça, j'ai appris ça. J'ai appris ça chez les Africains. Que la musique devait être donnée à bon escient, c'est-à-dire quand effectivement on a besoin de musique. Or, c'est simplement parce que en Afrique, les gens savent que la musique est quelque chose qui a un rôle, c'est une parole, c'est quelque chose qui doit dire quelque chose. Et mettre une musique qui dit, comme c'était le cas, cette musique était une musique de chasseur, et je montrais une chasse. Il y a pléonasme. Ouais. Donc il fallait supprimer ou l'une ou l'autre. C'est-à-dire que cette musique, on pouvait montrer à quel moment on la jouait, je suppose, avant le départ à la chasse. Oui, mais à ce moment-là, effectivement, on la joue quand les gens ont peur. C'est ça. Mais pas au moment où on chasse, puisqu'elle raconte elle-même la chasse. Donc c'est pas la peine. Nous reparlerons de chasse tout à l'heure, puisque je crois que votre dernier film, qui n'est pas encore sorti, nous ramène à la chasse. Mais avant, vous avez bifurqué vers une série de films qui montre l'introduction de la civilisation contemporaine avec le départ à la ville. Oui. Et ça, cela a donné un film comme Moins Noir, ou même Les Maîtres Fous, car Les Maîtres Fous n'existeraient pas si ils n'avaient pas été déracinés comme ils le sont. Comment est-ce que vous avez été amené à faire ces films ? Eh bien, si vous voulez, lorsque je suis allé, d'ailleurs suivant mes Nigériens, si j'ose dire, à la trace descendant vers les villes du Sud, et lorsqu'ils me parlaient dans des villages de la brousse, d'Accra, de Koumassi, d'Abidjan, comme vraiment de villes extraordinaires, enfin c'était des villes mythiques. Je suis parti avec eux, avec un certain nombre de mes amis nigériens, et nous sommes descendus vers ces villes. Et j'ai effectivement découvert un univers fabuleux qui était ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire notre monde revu et corrigé, ou quelquefois mal corrigé, quelquefois mal revu. Enfin, cette tentative de s'adapter à cette vie-là, et la façon dont le heurt de notre civilisation, enfin l'impact de notre civilisation sur une autre civilisation, aboutissait à des crises, et le seul remède que trouvaient ces gens était de trouver en eux-mêmes le remède, c'est-à-dire c'est les maîtres fous, ou dans le mythe et le rêve et la fabulation, c'est Moins Noir. Donc ça me semblait des sujets qui étaient essentiels, et je sais qu'au début, quand j'ai tourné ces films, on m'a reproché d'avoir, si vous voulez, abandonné l'exotisme au profit du maillot de corps et des souliers de tennis. Bon, très bien. Même dans les films actuels que je fais en Afrique sur les chasseurs, les types sont habillés comme ils sont habillés. Enfin, s'ils aiment les maillots de corps, moi je ne suis pas du tout contre. Et vous rentrez dans un monde, mais qui était à mon avis infiniment plus fascinant que celui de la ville stéréotypée. Par exemple, on m'a reproché également d'avoir montré dans Moins Noir un Abidjan de taudis, alors qu'il y avait à côté de merveilleux buildings et déjà une bourgeoisie noire. Et effectivement, je crois que j'ai choisi ça, c'est parce que c'est dans les taudis qu'il se passait quelque chose. Dans les buildings, il ne se passait rien, si ce n'est ces mornes manifestations que nous connaissons tous. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que il y avait un espèce de paradis qui se perd, que la civilisation patriarcale, la civilisation traditionnelle leur donnait un certain bonheur, enfin cette espèce de conservatisme qu'ont certains devant cette évolution? Pas du tout, non, pas du tout. Je crois qu'au contraire, la santé, justement, de pouvoir s'adapter dans des conditions qui sont quelquefois déplorables. Et c'est ce qui me passionne, je dois vous dire, actuellement en Afrique. Enfin, c'est l'usage que vont faire des Africains
toutes les techniques et tous les progrès du monde moderne. Ce qui se fait directement. Et là, dans ces villes que je découvrais en même temps qu'eux, c'était exactement cela. Enfin, si vous voulez, cette espèce d'ensemble, ce mélange des West Indies, de la Calypso, de la Begin, du monde du western, de l'ambiance championnat de boxe, etc., et de la vie traditionnelle est un des ensembles les plus fertiles qui puissent exister. Mais est-ce que malgré tout, cette espèce de transition où on adapte tout simplement un rythme de vie européen à l'Afrique peut durer? Est-ce qu'il n'y a au contraire, par le seul fait que ce sont des pays chauds et que dans le sud de la France, on a un rythme de vie qui n'est pas le même que dans le nord, est-ce que tout de même un jour, ils ne vont pas s'adapter à leur propre... Certainement, ils n'ont pas encore trouvé l'équilibre, mais il va arriver. Tout d'un coup, on va retrouver un peu un certain sens de l'humain dans ce monde. Et je crois que ça vient très vite, enfin. Seulement, ce sont des expériences qui sont difficiles et souvent douloureuses, avec toutes les crises intermédiaires qui peuvent se passer. Mais ce qui était intéressant pour moi, si vous voulez, en plus, c'est que j'avais ce dont on parlait tout à l'heure, un peu être persa, dans ce sens, que ou maître fou ou moins noir, c'est finalement notre civilisation vue par des gens qui viennent de la brousse et découverte brutalement. Ce qui est donc une image... terriblement passionnante. Et les maîtres fous sont certainement dans le cinéma mondial un des documents les plus surprenants, les plus étonnants qu'on ait jamais tourné. Quelle a été la réaction en général au Maître fou? C'est un film pénible à supporter. Oui. Est-ce qu'il a eu du succès à l'étranger, ce film? Vous savez, de toute façon, le Maître fou est un film que j'avais fait à la demande des gens eux-mêmes, qui étaient très fiers de ce qu'ils faisaient, étant conscients que c'était cela qui était le moyen de sortir de leur trouble, de leur pathologie sociale, si vous voulez. Et lorsque le film a été fait, je suis revenu à Paris, au Musée de l'Homme, et j'ai commandé une copie. Or, nous tenions à ce moment-là à une semaine du film ethnographique avec un certain nombre de nos collègues étrangers au Musée de l'Homme, et la copie est arrivée à ce moment-là. Et je n'avais jamais vu la copie, c'est-à-dire que je n'avais jamais vu le film, et j'ai décidé de le passer. Il y avait un certain nombre d'amis africains, et je faisais le commentaire au fur et à mesure de la projection dans la salle du Musée de l'Homme. Et j'entendais des réactions terribles. Des gens sortaient en claquant la porte, criassaient, d'autres applaudissaient. Et moi, je continuais mon commentaire dans une ambiance qui était vraiment une ambiance dramatique. Et à la fin de cette projection, des gens étaient enthousiastes, d'autres étaient violemment contre, certains Africains disaient que c'était scandaleux, etc., etc. Et Marcel Griault me dit, c'est un film qu'il faut réserver, c'est un film de laboratoire, c'est un film trop dangereux, vous avez vu, c'est de la dynamite. Or, c'était trop tard. Il n'aurait jamais fallu le montrer. Dès qu'un film est montré, à partir de ce moment-là, des gens voulaient le voir. Or, à partir du moment où vous gardez une œuvre secrète, elle prend une valeur et également des défauts, elle prend qualités et défauts qu'elle n'a absolument pas. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, après tout, ce film est un film qui devrait pouvoir être montré. Et en accord avec Brunberger, nous avons décidé de le sortir uniquement dans les premiers réseaux de cinéma d'art et d'essai. Donc il a été réservé à un certain public, mais a déclenché dans le public effectivement des réactions extrêmement violentes. Et ces réactions ont été peut-être très salutaires. Les unes étaient vraiment ces Africains qui mangent du chien sont des sauvages, et d'autres étaient vraiment ces Africains se représentent, puisqu'ils sont en fait possédés par des génies blancs, se représentent notre monde comme un monde de sauvages, et ont-ils tellement tort? Donc les deux réactions étaient bonnes. Elles étaient bonnes, si vous voulez, il y avait tout d'un coup la ségrégation entre les racistes et les philosophes. On ne peut pas aller plus loin. Donc je pense qu'il faut de temps en temps sortir un film de ce genre. Alors nous avons réservé ce film à un réseau limité. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction africaine. Nous avons une grande discussion à Présence africaine un jour sur ce film. Et l'un de mes amis africains, Paulin Vieira, m'a posé simplement la question suivante. Il est cinéaste, c'est le premier cinéaste africain sorti de l'IDEC. Il m'a dit, est-ce que dans ce film, tu peux m'assurer que tu n'as fait aucun trucage, qu'il n'y a rien? Je dis oui. Et que ces gens t'ont demandé de le filmer, qu'ils savaient que le film. Je dis oui, ils ont vu le film. Et il me dit, il a dit à ses camarades, moi j'aurais été à la place de Rouge, j'aurais fait le film aussi. Bon, donc je pense, si vous voulez, que c'était un moment où il fallait montrer ces choses, il fallait les montrer puisqu'elles existent, et qu'il faut essayer de surmonter cette espèce
difficulté que l'on a à voir quelque chose qui est peut-être déplaisant mais nécessaire. Et actuellement, ce qui était étrange, par exemple, ce film passe dans le réseau d'information du Niger, il passe dans les villages, et tout naturellement. Et je m'aperçois que ces manifestations de possession, ces manifestations violentes, sont, peut-être un peu grâce à ce film, sont considérées comme des manifestations tout à fait normales. Ouais. Donc le résultat n'est pas si mal. Moi, j'en ai supporté un certain nombre de conséquences, car effectivement, ce film pouvait être interprété très mal. Je l'ai présenté à un congrès d'ethnologie à Philadelphie. Et de vieilles demoiselles américaines sont venues me demander le film, et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit c'est pour le passer, pour montrer vraiment que les Noirs sont des gens abominables, qu'on ne peut rien faire, il faut augmenter la ségrégation. Bien sûr, on n'aura pas donné le film. Bien sûr. Enfin, n'importe quoi peut être considéré de la même façon. Donc là-dedans, me sentant scientifiquement honnête, et honnête vis-à-vis des gens avec qui j'avais fait cette histoire, je pense qu'il était bon que ce film passe, et qu'il montre justement cette Afrique en train de naître, et cette Afrique en train de chercher elle-même son langage. Mais c'est sur le plan purement physique que ce film m'a surpris, car au fond c'est la première fois que je voyais vraiment une possession. Et si on comprend très bien les phénomènes d'identification, le rôle de cette possession, si on comprend bien pourquoi c'est une forme de défoulement finalement assez utile et assez hygiénique, enfin, et qu'on souhaiterait presque soi-même trouver une technique équivalente pour nous occidentaux avec nos complexes. Mais physiquement, est-ce que vous croyez que on pourrait entrer dans de pareil état de transe, car vraiment je crois que je le souhaite. Enfin, par exemple, en Angleterre, les gens me reprochaient de montrer des gens en train de manger un chien. Moi, je dis, écoutez, il vaut mieux manger un chien que de tuer sa belle-mère. Enfin, il vaut mieux manger un chien que de faire des camps de concentration. Bien sûr. Vous n'avez qu'à lire la première page de France Soir. Enfin, c'est vraiment, je préférais que ces gens-là jouent à cela. Car, oui, mais on rentre dans les maîtres fous, on voit peu à peu ces personnages qui entrent en transe, et comme on rentre avec eux, on ne voit pas l'état qu'ils atteignent. Et vous avez réussi très bien à nous montrer jusqu'où on va avec eux, c'est qu'ensuite, lorsqu'ils redeviennent normaux, vous nous montrez leur visage écumant. Et brusquement, on se dit, mon Dieu, on a été jusque-là, et on s'en était même pas aperçu pendant le film. Oui, mais je crois qu'on peut y arriver. Je crois qu'on peut arriver à ça, seulement ce sont des techniques qui actuellement sont très difficiles à retrouver, enfin. Et vous croyez que même un occidental, vous-même, vous avez essayé, enfin Non, mais par exemple, c'est que Catherine Denham, évidemment, qui est noire américaine, qui a une école de ballet, est arrivée à des états semblables en étudiant la chorégraphie du vaudou, qui utilise exactement les mêmes systèmes. Bien, je ne sais pas, peut-être qu'au Bus Palladium, certains jeunes garçons et filles arrivent à cet état. J'ai l'impression qu'ils tout de même ils n'atteignent pas le même seuil. Ça parce que la musique est mauvaise. La musique est mauvaise, oui. Et qu'il n'y a pas de technique. Et qu'il n'y a pas de technique chorégraphique. Oui. Et ce sont des mauvais danseurs. Oui. Mais on leur apprendrait, je crois qu'on y arriverait. Mais ça, c'est un sujet, si vous voulez, qui me semble passionnant et qui y arrivera un jour d'ailleurs. Qui est il y a deux options dans notre monde. Il y a l'option du psychiatre à l'américaine, de l'analyste à l'américaine qu'on va consulter quand on va voir son dentiste ou chez le coiffeur. Et puis, qui est une solution, bien sûr. Puis il y a une autre solution qui consiste à essayer de retrouver en soi-même un certain nombre de ces thérapeutiques et de n'avoir pas peur de les utiliser. Le happening, va dans ce sens. Malheureusement, il est aux mains de gens qui sont du spectacle. Qui font du spectacle, qui trichent. Oui. Avec les tricheurs, là, il ne faut pas tricher du tout. Ils trichent et ils provoquent quand même. Oui, ils provoquent le bourgeois. C'est ça, c'est pas du tout ça. Alors que c'est un dialogue avec soi-même. Ceci pourrait arriver. Enfin, si vous voulez, c'est une vieille idée que nous partageons avec certains amis, que le culte de Dionysos va bientôt refleurir. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas contradiction entre les tendances de certains mystiques orientaux installés en France qui veulent faire du yoga? Le yoga a pris des proportions. Est-ce que c'est pas de direction fondamentalement opposée? Ça n'a aucun rapport. Oui. Mais il y a une tentative de maîtrise aussi dans les deux cas. Oui, mais le yoga est une maîtrise solitaire, enfin, disons, alors que l'autre est une maîtrise collective et sociale. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourrait presque imaginer qu'on pourrait lier les deux, en ce sens qu'on commencerait par se défouler, par sortir de soi les mauvais génies, enfin pour utiliser des termes africains, c'est-à-dire au fond tout ce que nous avons refoulé, tout ce qui nous crée de troubles intérieurs à cause de la vie en société, et puis qu'ensuite on adopterait des techniques du yoga que les Africains ne connaissent pas et qui nous permettraient de retrouver un certain contrôle.
tout cela est... Non, tout ça, ça demanderait une grande maîtrise et on est sur la voie. On Oui. est sur la voie. Il y a un certain nombre de gens qui sont passionnés par ces problèmes. En particulier, un certain nombre de docteurs. À Dakar, il existe à l'hôpital de Dakar, au groupe psychiatrique de Fann, il y a un groupe de médecins enthousiastes qui étudie justement les procédés de thérapeutique traditionnels intégrés aux procédés occidentaux. Donc je crois que ça va venir. Seulement, il faudra beaucoup de temps. Je voudrais maintenant, Jean Rouch, maintenant que nous avons fait longuement connaissance, enfin, il y a encore beaucoup de questions à poser et beaucoup de sujets à aborder, mais il faut bien tout de même s'arrêter. Je voudrais bien tout de même que nous parlions de votre dernier film. Ce film s'appelle, je crois, La chasse au lion à l'arc. Oui. C'est un film qui a été tourné dans des conditions assez particulières. Il y a une dizaine d'années, lorsque j'avais terminé ce film sur la chasse à l'hippopotame, je présentais le film dans le village des chasseurs d'hippopotames. Et il y avait là un autre de mes amis africains, Taïrou Koro, qui est un chasseur de lions à l'arc, et qui à la fin du film m'a dit les chasseurs d'hippopotames c'est très joli, mais la chasse à lions c'est autrement, c'est un spectacle, c'est beaucoup plus intéressant, il faut faire un film là-dessus. Bon, alors j'avais ce projet de faire un film sur la chasse au lion à l'arc, et j'ai commencé à faire ce film il y a 7 ans. Et le film, pendant 7 années, j'ai essayé de faire ce film. En fait, il était absurde de faire un film là-dessus. Pourquoi ? Parce que la chasse au lion à l'arc, ça dit, enfin, on va voir un bonhomme qui part avec un arc et des flèches, qui s'approche d'un lion, on lui flanque une flèche dans les fesses, et puis le lion meurt. Or, en fait, ça se passe, là, ça se passe même très souvent. Mais pour en arriver là, il faut d'abord suivre tout le chemin. Or, ce film que j'ai fait en 7 ans, si vous voulez, c'est beaucoup plus la façon de devenir membre de la Société des chasseurs à l'arc que la chasse au lion à l'arc. Je veux dire par là que la chasse au lion est une chose qui est difficile. Non seulement à cause des risques physiques, il y en a, mais enfin c'est pas tellement cela, qu'à cause des risques spirituels. La chasse, c'est un art qui consiste à tuer des animaux. Et tuer des animaux, c'est aussi grave que tuer des hommes, peut-être plus. Donc, pour faire partie d'un groupe de chasseurs, il faut suivre une initiation qui est longue. Et les 7 années de ce film, ce sont les 7 années de ma rentrée dans le groupe des chasseurs. Et la chasse que je montre est ce qu'on appelle, j'aurais dû appeler le film comme ça, la chasse à l'arc par les enfants. Ça s'appelle la chasse des enfants. C'est-à-dire de ceux qui sont au premier grade. Alors j'ai gagné mon premier grade, et c'est maintenant que je pourrais réaliser le véritable film sur la chasse à l'arc. Voici donc, si vous voulez, comment s'est présentée cette entreprise absurde. Alors, néanmoins, pourquoi y avait-il un film ? C'est que suivre des gens pendant cette année, de savoir ce qu'ils font, comment ça se passe, était une aventure qui était très intéressante. Chaque fois, je me disais, il n'y a pas de film. Mais il y avait toujours un élément. Et le film s'est monté comme ça, c'est fait de morceaux, où une année, on m'a autorisé à voir la préparation du poison, on m'avait montré comment fabriquer les flèches, etc., etc., etc. Et nous sommes partis à la chasse. Et le film montre, si vous voulez, très simplement ce qui s'est passé pendant ces 7 années où j'ai passé 1 mois avec des chasseurs dans leur métier. Alors le film, le sujet à mon avis du film est un sujet qui est très grave et qui est un truc qui, personnellement, je crois qu'on n'aborde jamais, c'est la mort. Si vous voulez, je ne sais pas ce que vous pensez de la mort, je ne sais pas ce que pensent les gens de la mort. J'aurais voulu faire un film sur la mort en France. Mais l'une des raisons qui me fait aller en Afrique, c'est que les gens que je connais en Afrique sont des gens heureux pour une raison extraordinaire, c'est qu'ils n'ont absolument pas peur de la mort. Alors que tous les gens que je vois en France ont une peur, une trouille incroyable de la mort. Or, ce que j'ai appris en Afrique, on n'a pas peur de la mort parce qu'on considère simplement que la mort est nécessaire pour que la vie existe. Autrement dit, que la condition de la vie, c'est la mort. Ça, nous l'avons complètement oublié. Complètement. Alors, la mort, ce sont la mort des hommes, et c'est aussi la mort des bêtes. Et la mort, c'est une espèce de compensation singulière entre un certain nombre de forces vitales. Et la maîtrise que l'on peut en avoir est extrêmement difficile à obtenir. Lorsque l'on tue une bête, eh bien, il y a une compensation. Un chasseur de lions qui tue un animal perd un parent dans l'année. S'il tue un petit lion, il perdra un fils. Et je voulais montrer un film où justement il y a ce respect de la vie, c'est-à-dire le respect de la nécessité de la mort, et que quand on donne la mort, il faut être très sûr de soi. Et c'est ce rapport entre la vie et la mort, entre le chasseur et le chassé, qui est le sujet du film. Seulement c'est très compliqué, c'est très difficile à faire, parce que ces rapports sont des rapports de parole, sont des rapports d'image, de regard. Et dans ce film, par exemple, il y a une scène
qui m'a valu d'être censuré en Angleterre. Le film est interdit en Angleterre par la Société protectrice des animaux, qui est la mort d'un petit lion. Un petit lion, pour tout le monde, c'est un animal charmant. Un petit lion, en fait, c'est pas un animal charmant. Un petit lion, c'est un animal qui est un carnivore et qui, déjà, tue pour manger. Ce petit lion, il fallait le tuer pour la raison suivante, c'est que la chasse des enfants est une chasse dans laquelle les animaux sont freinés par un piège. À partir du moment où nous étions en face de ce petit lion méchant, furieux, il y avait trois solutions. Il y a une solution qui consistait à le relâcher. Si on le relâchait, il y avait peut-être 2 chasseurs qui l'étaient tués. Il y a une autre solution qui consistait à le faire prisonnier et le mettre dans un zoo. Il y en a un à Niamey. Personnellement, je n'ai jamais pu voir des animaux en cage, on est horriblement malheureux. Il y avait une troisième solution qui était la meilleure et qu'on a décidé de prendre, c'était de le tuer. Seulement le risque là était très grand, car ce lion, d'abord, il fallait qu'il devienne calme, il fallait le calmer. Alors, ce que j'ai montré dans ce film, c'est qu'à ce moment-là, le chef des chasseurs parle au petit lion. Et effectivement, le petit lion se calme. Son poil qui était hérissé ne se hérisse plus. Et à ce moment-là, quand il est calme, on désigne un des chasseurs. Et ce chasseur doit tuer un animal qui est devenu effectivement un très gentil petit lion. Et il sait que s'il tue cet animal, vraisemblablement, un de ses fils va mourir. Et il le fait. Et à ce moment-là, je montre l'image simplement du visage de ce chasseur, qui est en train de suivre son destin et qui regarde un petit lion qui meurt devant lui. Et bien cette scène a valu la censure de nos amis britanniques. Eh bien maintenant, Jean Rouch, alors nous allons vous demander si vous pouvez nous indiquer ce qui se passe dans votre film, d'une part grâce aux commentaires, et d'autre part peut-être par quelques indications sur la bande image du film. Si vous voulez, le commentaire que j'ai choisi de faire a été fait d'une façon assez simple et assez amusante. C'est-à-dire que j'ai recommencé l'histoire du festival de Biarritz. La première fois que le film a été prêt, quand il avait 2 heures à peu près, et qu'il y a eu une première projection pour le producteur et un certain nombre d'amis, je n'avais pas de commentaire et je l'ai improvisé directement à la projection. Puis je l'ai fait taper et c'est lui qui a été le départ du commentaire que vous allez entendre. Alors le ton du commentaire, je l'ai pris comme le récit, si vous voulez. Les enfants jouent un rôle très important dans toute cette aventure et le récit fait par quelqu'un que je ne connais pas, qui est le cinéaste, disons, qui raconte aux enfants de ce pays la chasse qui se pratique chez eux. Les enfants, au nom de Dieu, écoutez. Écoutez l'histoire de Gawai Gawai, l'histoire de vos pères, l'histoire de vos grands-pères, l'histoire des chasseurs de lions à l'arc. Le pays où se passe cette histoire s'appelle Ganji Kangamoru Gamoru, la brousse qui est plus loin que loin, le pays de nulle part. Pour aller dans ce pays, il faut traverser Issaberi, le grand fleuve, le Niger. Le chemin du pays de nulle part commence sur la rive Gourma et se dirige vers le nord. Au début, il y a des routes, il y a des villages. Et dans chaque village, il faut s'arrêter pour mettre de l'eau dans les voitures. Et puis, après Bankilare, après Tégué, après Yatakala, il n'y a plus de village. Il n'y a plus de route, il n'y a plus que la brousse. Et si l'on peut dépasser la dune d'Erksam, on entre dans Ganji Kangamoru Gamoru, la brousse qui est plus loin que loin, le pays de nulle part. Ce pays-là, c'est un pays de sable, un pays de poussière, un pays de brume. Ce sont des forêts sans chemin, des montagnes dont les noms ont été oubliés et que nous appelons, nous, les montagnes de la lune et les montagnes de cristal. Ici, il n'y a plus rien. Pourtant, il y a longtemps, des hommes vivaient là. Ils ont laissé sur les rochers un livre d'images qui montre ce qu'ils étaient. Un livre de chevalerie avec des cavaliers à 2 ou 3 cornes tenant dans la main un bouclier et dans l'autre une lance ou un arc. Qui étaient ces hommes?
Personne ne le sait plus. Ce sont les hommes d'avant. Les hommes d'avant ont laissé aussi sur les rochers des cercles autour d'une croix. Ce sont peut-être des signes magiques, des Genji Hau, des attachés la brousse. Mais ce sont peut-être aussi les roues des chars, des premiers chars qui ont traversé le Sahara pour venir jusqu'ici. Ou peut-être des pièges, les pièges avec lesquels les hommes d'avant attrapaient les animaux sauvages, les crocodiles, les mouflons, les girafes, les buffles, les grandes antilopes. Et si les hommes d'avant ont disparu du pays de nulle part, les animaux sauvages, eux, sont restés. Cependant, quelques hommes parviennent à vivre autour des points d'eau du pays de nulle part. Ce sont des hommes du vent et de l'espace, des grands nomades, comme les Bellas, qui nomadisent depuis le centre du Sahara jusqu'aux confins de la vie sédentaire. Avec leurs chameaux, ils montent jusqu'à Taoudéni, les vieilles salines du Moyen-Âge, et vont vendre le sel gemme en plaques dans les marchés du Sud. Ce sont de grands nomades comme les Peuls Djelgolbe, éleveurs de troupeaux, les derniers Peuls nomades de l'intérieur de la boucle du Niger. La nuit, les bergers gardent les animaux dans les pâturages. Toute la journée, ils les abreuvent autour des points d'eau. Mais à côté du troupeau des Bellas et des Peuls, il y a Moussouberi, le lion. Le lion vit en contact avec les éleveurs. C'est l'ami des bergers Peuls. De temps en temps, il attaque une vache. C'est une vache malade. Ainsi, il sauvegarde la santé du troupeau. Et tous les soirs, dans les campements précaires des bergers Peuls ou Bellas, on ramène les animaux que l'on abrite derrière une barrière d'épineux. Derrière ces épines, les jeunes animaux sont en sécurité. Quand ils seront grands, ils passeront la nuit dans les pâturages de brousse, profitant de la fraîcheur, mais risquant l'attaque d'un lion. Les bergers qui ne sont pas en brousse, en entendant rugir les lions, les reconnaissent. Ils les appellent par leur nom. Ils savent qui ils sont. Ils savent s'ils sont mariés. Ils savent s'ils ont mangé. Ils savent s'ils viennent du nord ou bien du sud. Ils savent aussi comment on se défend contre les lions en les chassant à coups de pierre ou à coups de bâton. Car jamais un lion attaqué à coups de pierre ou de bâton n'attaque un homme à son tour. Et chez les bergers Peuls, pour que les enfants puissent s'endormir, il faut qu'ils entendent le rugissement du lion. Mais quelquefois le lion exagère. Il rompt le pacte avec les bergers. Il attaque des vaches qui ne sont pas malades. Il tue pour le plaisir de tuer. Alors, les Peuls vont chercher les derniers grands chasseurs de lions à l'arc, les Gao. Les Gao vivent sur les bords du Gorwol. Ce sont des sédentaires, à l'extrême limite de la vie nomade. Ils sont cultivateurs de mil, et parfois dans les villages de culture, comme dans celui de Bédari, les Gao se sont rassemblés parce qu'ils ont dû tuer un lion au moment de la saison du mil. Au milieu du campement, une peau de lion sèche, avec dans son nez le baza, la corde des animaux captifs. À côté, il y a son crâne. Et voilà ses grands chasseurs, Taïrou, Isiaka, Bédari Melaki, Wangari Moussa, Isiaka Moussa, qui est aussi violoniste. Ils ont tué chacun 50 ou 100 lions, avec un arc et une flèche. Et chaque fois, la vieille Awa chante les louanges de ses chasseurs, chante les louanges de ceux qui savent attaquer le lion main à main, ceux qui peuvent amener un lion vivant au village en le tirant par la queue. Elle chante les louanges de Taïrou Koro, le chef des chasseurs. Elle chante les louanges d'Isiaka, le jeune chasseur le plus courageux. Elle chante les louanges des ancêtres de ces chasseurs qui bourraient leurs pipes avec des buffles. Et tous les enfants Gao, les jeunes chasseurs, s'entraînent chaque jour au tir à l'arc. On tire sur un buisson placé à une 50aine de pas, un buisson qui est le lion. Et c'est comme cela que dans le pays de nulle part, les lions, les Bellas, les bergers Peuls et les chasseurs vivent tout le long de l'année. Pour chasser le lion, il faut d'abord avoir un arc de combat. Wangari et Taïrou sont allés dans les buissons même où vivent les lions abattre les branches du tokei. Ils ont choisi une branche qui a déjà la forme d'un arc. Wangari présente l'arc à la brousse. Il dit « Bête de brousse, regardez,
Voilà mon nouvel arc. Voilà votre nouvel ennemi. » Au village, Tahirou et Bélébia, sous l'œil du petit Ali, mettent les arcs en forme entre les piquets enfoncés dans le sol. Maintenant, il faut aller chez le forgeron, lui demander de fabriquer une flèche. Moukaïla, le forgeron, fabrique une flèche pour 5 francs. Un petit morceau de fer est taillé à la longueur. Chauffé au feu, il est entortillé en spirale, afin que le poison reste dans les spirales du fer. Il est redressé sur l'enclume, barbelé, aplati, refroidi dans le sable, aiguisé. Une nouvelle flèche est donnée à Tahirou Koro, le chef des chasseurs. Le bois de la flèche est fait de roseaux de brousse. Rwangari redresse ses roseaux sur un fer de lance, les épointe, taille l'encoche qui ira sur la corde de l'arc, renforce les 2 extrémités avec une ligature de boyau. Il enfonce le fer dans la flèche, la redresse, renforce les ligatures, les consolide avec de la glu. La flèche n'est pas emplumée, et si elle est toute droite, elle ira droit au but. Le poison, le nagui, est fabriqué à partir des fruits d'un arbre que l'on ne trouve pas dans le pays des chasseurs. Il faut descendre bien au sud, à 500 km, dans la forêt de Hamdallah par exemple, où Tahirou et Yeya, aidés du chasseur Foudi, vont chercher le Nadigna, la mère du nagui, un strophanthus, l'arbre à poison. C'est un arbre aux branches tortillées mais dont les gousses contiennent des graines, et c'est dans ces graines qu'il y a nagui, le poison. Un samedi matin de bonne heure, les chasseurs se préparent à fabriquer le poison. C'est une opération très grave qui a lieu tous les 4 ans et à laquelle les femmes ne sont pas admises. On part en brousse, car c'est en brousse que se fabriquent les choses méchantes. Les chasseurs s'arrêtent sous un arbre tokkai, à l'ombre duquel les générations de chasseurs ont toujours préparé le nagui, le poison de flèche. Tahirou et son assistant Sidiki se déshabillent. Ils revêtent le benta, le caleçon, qui en principe devrait être en cuir, et qui était le seul vêtement des chasseurs et des hommes d'avant. Tahirou et Sidiki se sont rasés la tête pour se purifier. On creuse le foyer où l'on mettra l'eau à bouillir, et avec de la cendre, Tahirou, le chef des chasseurs, dessine un cercle magique, un keli, une enceinte. Personne ne pourra rentrer dans ce cercle magique. Personne. Personne, et surtout le mal, ne pourra pas y entrer. Il n'y a que Sidiki et Tahirou qui, à l'intérieur, vont fabriquer les choses graves et méchantes, le poison nagui. Alors, la grande opération commence. Les mains croisées, Sidiki fait 7 fois le tour du vase qui est déposé sur le foyer. Il place des poignées de nagui, des graines de l'arbre à poison. Ainsi, l'animal qui sera fléché aura les pattes liées comme les mains du chasseur. Puis il prend le vase, et toujours les mains croisées, il le tourne dans le sens des 4 points cardinaux, autour des pierres qui servent de foyer, puis il tombe sur le sol. Ainsi, l'animal qui recevra la flèche tombera sur le sol. Toujours les mains croisées, Tahirou prend une calebasse pleine d'eau et lui fait faire le tour du foyer. Au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. La calebasse tombe en trébuchant. Ainsi, l'animal qui recevra la flèche trébuchera, qu'il s'enfuit au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. L'eau de la calebasse a été puisée par une femme extrêmement jalouse. Elle a été choisie dans le village pour sa méchanceté. Quand le vase est plein, Tahirou tombe sur le sol une 2e fois. Puis il allume le feu. La paille qui sert à allumer le feu a été recueillie en brousse par une femme dont l'accouchement a été très difficile. Quand l'eau commence à bouillir, Tahirou, se servant d'une calebasse emmanchée d'un long bâton, remue la mixture. Il récite les grandes devises du poison Boto. Ti-li-li-li-li Boto, bou-bou-bou-bou-bou Boto, malheur, malheur Boto. Les ancêtres t'ont donné à Bio, Bio t'a donné à Sido, Sido t'a donné à Tirsi, Tirsi t'a donné à Boulassan, Boulassan t'a donné à Koro, et Koro t'a donné à moi-même, Tahirou. Le cœur de feu. Le cœur n'est pas un chiffon, mais ton cœur est plus chaud que l'eau bouillante, mais ton cœur est plus chaud que la flamme du feu. Ti-li-li-li-li Boto, bou-bou-bou-bou-bou Boto, tu es brûlant, et le vase est brûlant. C'est pourquoi tu veux t'échapper du vase brûlant.
Tape sur le vase, brise le vase, toi Boto qui refuse la honte et qui n'a pas de reconnaissance. Le soleil est chaud, l'ombre est chaude, tu ne peux pas aller en avant, tu ne peux pas aller en arrière, tu ne peux pas aller en bas, tu ne peux pas aller en haut. Ti-li-li-li-li, Boto. Voilà ton jour, Boto. Le feu du Diakadi a brûlé les 3 pierres sur lesquelles est posé le vase, et dans le vase est né un feu qui va brûler toute la brousse. Boto, voilà ton jour. Toi, le poison femelle qui fait plus de mal que le poison mâle. Ti-li-li-li, Boto. C'est toi qui piques dans la viande, c'est toi qui piques dans la patte du lion, c'est toi qui piques dans les oreilles de l'éléphant. Celui que tu piques, même la patte, même l'oreille, celui-là, il se met à genoux. Taïrou tombe une nouvelle fois. Son aide Sidiki va chercher le filtre de feuilles sur lequel on verse la première mixture. Les graines sont soigneusement conservées, elles serviront à faire un deuxième poison moins fort pour des animaux moins dangereux que le lion. Elles serviront également de médicaments. Dans la première mixture, on ajoute 7 graines de poivre, des morceaux de la racine d'un arbre qui barre un chemin et les morceaux d'herbe que l'on appelle herbe de la hyène. Puis Taïrou reprend le vase brûlant et en faisant toujours les mêmes gestes rituels autour du foyer, il fait bouillir une deuxième fois le poison Boto. Maintenant, le poison est prêt. Avec la gourde emmanchée d'un bâton, Taïrou distribue le poison dans des morceaux de vase cassés. Jadis, chacun se servait d'un même vase, mais si l'un des chasseurs rompait les interdits de la chasse, par exemple en ayant des relations avec sa femme, à ce moment-là, le poison de tous était gâté. Maintenant, chacun prend ses risques personnels. Et tous les chasseurs Gao, les apprentis de Taïrou, à l'ombre du Tokei, ouvrent l'atelier de poison de flèches. À midi, on s'interrompt. Les femmes de Taïrou Koro, le chef des chasseurs, apportent la nourriture. Une bouillie de mil mélangée à des feuilles de gansi, d'oseille sauvage. L'après-midi, le travail recommence. Les petits garçons sont venus voir. Ils peuvent voir comment on met le poison sur les flèches. Wangari a toutes ses flèches. Il en tient une comptabilité très précise pour savoir combien il a mis de couches sur chacune d'elles. Le poison est bon, il est déjà tout noir. Et puis, tout d'un coup, c'est le malheur. Le vieux Nyandu, un Zerma de Wezebangu, tire les coris, les 7 coquillages. Il dit « Malheur, la chasse que vous allez entreprendre est mauvaise, le chemin est mauvais. Il y a parmi vous quelqu'un qui gâte la chasse. Vous allez avoir des accidents. Gawei, chasseur, au nom de Dieu, ne partez pas. La chasse est mauvaise. » Les chasseurs ont peur. Alors, Isiaka, le plus jeune des chasseurs, prend son violon, un gaudier. Il joue l'air des chasseurs, Gawei Gawei. À côté de lui, Wangari, son frère aîné, chante également Gawei Gawei. L'air des chasseurs, l'air des guerriers sonrail, l'air de musique qui fait le courage, car le vrai courage, c'est celui-là. C'est quand on a peur, vraiment peur, et qu'il faut surmonter la peur pour avoir du courage. Et cela, seuls les chasseurs savent le faire. Et le vieux Nyandu, le tireur de coris, le jeteur de maléfices, ne dit plus rien. Mais il sait bien, lui, que les coris, que les coquillages ne mentent pas, que les chasseurs ont peut-être du courage, mais que la route qui les attend est mauvaise. Maintenant, le poison est sec. Bédari range ses flèches dans le togga, le carquois, et l'on casse tous les morceaux de canari, tous les morceaux de vase qui ont servi à préparer le poison sur les pierres du foyer qui a servi à bouillir le poison. Et par-dessus, on place les feuilles de tokai qui a servi de filtre. Bédari piétine les feuilles, car c'est ainsi que le veut la coutume. Et les chasseurs, avec des flèches nouvelles, avec un poison nouveau et leurs arcs de combat, rentrent chez eux. Un matin, on part pour la chasse. Les chasseurs de Yatakala, de Wezebangu se sont réunis. Ils vont, comme le veut la coutume, ouvrir la chasse à Oisel, dans un bas-fond où les troupeaux viennent boire. Il y a plusieurs types de chasse. La première chasse consiste à préparer une petite mare artificielle au pied d'un arbre. Un chasseur guette les lions qui viennent boire la nuit, du haut de l'arbre. Quand le lion vient boire, il lui décoche une flèche. La deuxième chasse consiste à faire un abri avec du bois et de la paille. Un chasseur s'y enferme, et par les trous de l'abri, il tire à la flèche. Le lendemain, il n'y aura qu'à suivre les traces et à retrouver le lion mort.
Mais ces chasses-là ne peuvent pas convenir. Elles se passent de nuit, et quelquefois, il faut rester à l'affût 1 mois ou 2 mois. La troisième chasse, c'est la grande chasse. Celle où un berger vient dire au chasseur « Il y a un lion, là, dans un buisson, à quelques kilomètres. Il est là. » Et le chasseur, tout seul, avec 3 flèches de roseau et son simple courage, va affronter le lion. Pour affronter le lion tout seul comme cela, il faut avoir tous les charmes magiques. Il faut avoir tous les courages, car le lion avec une flèche meurt en quelques minutes. Et vraiment, la seule façon de l'éviter, c'est de se rendre invisible. Alors, le lion recouvre le chasseur de son bruit et de sa poussière. Taïrou voudrait que l'on fasse cette chasse, mais Yaya ne veut pas. 50 fois, il est allé seul voir le lion. Il a frappé ses flèches l'une contre l'autre pour le réveiller, pour que le lion le regarde. Alors seulement, il l'a tiré. Puis ensuite, il est resté immobile pendant les minutes où le poison agissait. Et il a dit « Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire cela, le chasseur doit être tout seul, on ne peut pas y aller. Il faut faire la chasse avec des pièges. » Le piège est fabriqué très loin d'ici, au sud, au Ghana, à Swedru. Dans la brousse, les pièges sont accrochés à une chaîne, et la chaîne a un morceau de tronc d'arbre. C'est ce tronc d'arbre qui freine le lion. Il ne s'agit pas d'accrocher le piège, il s'agit simplement d'empêcher le lion de charger trop vite. Yeya, Taïrou, Seini et Wangari préparent les morceaux de bois que l'on perce, auxquels on accroche une cheville de fer reliée par la chaîne au piège. Puis on ouvre le piège et l'on ferme le tchok. Le tchok, la goupille de sécurité. Maintenant, les chasseurs sont prêts pour partir à la chasse au lion. Dans les buissons à quelques kilomètres au nord de Oiselle, il y a des lions. On entre dans les buissons que l'on appelle les buissons de lions. Mais on ne voit jamais de lions en plein jour. Ils sont là, peut-être à 2 mètres, à 3 mètres, derrière un arbre. Eux, ils nous voient, mais nous ne les voyons pas. Ils nous entendent, nous, on ne les entend pas. Ils nous sentent, nous, on ne les sent pas. Le lion est venu hier, voici ses crottes, voici sa trace. Il y a une lionne et 2 petits. Voici les animaux qu'ils ont apportés pour manger. Ici, dans ce buisson, ils ont uriné. Ils ne sont pas loin. Un trou est creusé à un endroit où le lion aime se reposer. Le piège est vieux, la palette de fer a été cassée. Qu'importe, on la remplace par un morceau de calebasse. Le piège est mis en place. On le recouvre de petits morceaux de bois, de quelques morceaux d'écorce et d'un peu de cendre. Puis on place de la terre que l'on éparpille. Il n'y a plus aucune trace, le piège est prêt à fonctionner. Wangari balaye les odeurs, en faisant bien attention de ne pas marcher sur le piège. Maintenant, ce n'est plus l'affaire des Gawai, ce n'est plus l'affaire des chasseurs, ce n'est plus l'affaire des hommes, c'est l'affaire de la brousse. Le lendemain matin, au soleil levant, les chasseurs se préparent. Taïrou Koro, le chef, distribue à chacun d'eux le gouri, le collier magique qui rend invisible. Si le lion aperçoit les chasseurs, quand il essaiera de les charger, les chasseurs se transformeront en eau. Ils se transformeront en aiguilles, ils se transformeront en oiseaux. Alors, les chasseurs sortent 2 ou 3 flèches, tendent les cordes des arcs, avancent doucement. L'histoire de la nuit est racontée sur le sol. La lionne est venue avec ses 2 petits. Ses traces sont là. Mais la lionne a senti qu'il y avait quelque chose, a senti que les hommes étaient venus, a senti le piège. La lionne et les petits sont passés à côté. Le premier piège n'a pas fonctionné. Les chasseurs vont voir le deuxième. Le deuxième piège n'a pas fonctionné non plus. Taïrou, le chef des chasseurs, sait que les lions ont déjoué les charmes magiques, que les lions sont plus forts que les hommes. Wangari rapporte le 3e piège. Les lions sont passés à côté. On retrouve la trace. On ne la perd pas. Après Inefassi, les lions sont passés à Zurukan. Ils sont 4. Voici la trace. Ils ont peut-être tourné. Peut-être vont-ils venir par derrière. Au sommet de la dune, leur trace s'arrête. Ils ont passé ici toute la nuit dernière. Allez voir dans les buissons, dit Taïrou Koro. Wangari est perplexe. Il sait que cette poursuite est vaine. Husseini examine les traces. Tout le monde sait que cette chasse est une chasse sans espoir. Les lions savent qu'ils sont poursuivis. Ils sont méchants maintenant.
Ils peuvent attaquer d'un moment à l'autre. Que faire? Wangari dit « Continuons ». Taïrou dit « Nous allons continuer pendant quelques jours. Nous allons voir si nous avons de la chance. » On chasse à Bouma, on chasse à Tokia, on chasse à Karegusu. Et partout, c'est la même chose. Dans les terres brûlées, dans les savanes, dans les forêts, dans les dunes, pendant des jours et des jours, on suit le lion. Mais tous les matins, les pièges sont vides. Un matin, on trouve dans un piège une patte d'hyène. L'hyène est sans doute l'animal le plus dangereux de la brousse, car son âme se retourne contre les chasseurs. Cette patte d'hyène, cela veut dire que la brousse est fatiguée des chasseurs. Ils doivent arrêter la chasse. D'ailleurs, la saison des pluies a commencé. Les premiers arbres fleurissent. Alors, les chasseurs redescendent vers le sud, et quand ils arrivent auprès de Yatakala, le Gorwol est déjà plein d'eau. Maintenant, il faut vraiment abandonner la chasse, car quand la brousse est pleine d'eau, ce n'est pas la peine de guetter les lions qui peuvent circuler n'importe où, qui ne restent pas auprès des pâturages et auprès des points d'eau. Mais Taïrou Koro, Isiaka et Yaya décident de savoir ce qui s'est passé. Ils vont consulter un homme qui sait lire dans la terre, un devin gourmanche de Dumba, le vieux Tina. Et Tina, dans le sol, jette les étoiles qu'il compte par paire et impair, par série de 4, faisant ainsi monter les 4 lunes. Dans le sable apparaît Yadiga, le chemin, Aldiama, la réunion, Yekala, la jeune fille, qui signifie aussi la mort. Maintenant, Tina fait le guilébi, le renversé. Il place les figures dans les maisons. Et l'opération commence. Le jour propice apparaît 3 fois, dans la maison de la vie, dans la maison du chemin, dans la maison de la parole. Yekala, la mort, apparaît 6 fois. Adiangali, la victoire sortante, 2 fois. Et le devin dit, « Il y a parmi vous un chasseur qui est né sous la même étoile qu'un lion. Et ce chasseur sait que si l'on tue un lion, ce jour-là même, il mourra. Ce chasseur, je ne connais pas son nom, mais il est noir. Est-ce Wangari demande Taïrou. Non, ce n'est pas Wangari. Je peux simplement dire qu'il a sa maison au sud du village et que sa mère est encore vivante. Les chasseurs savent très bien quel est celui qui a gâté la chasse. Ils ne diront rien, mais ils seront forcés d'abandonner la chasse puisque le chasseur a gâté la brousse. Quelques années plus tard, nous recevons un télégramme de Taïrou. Piège, saisi, lion, Yatakala, stop, vous attendons à Yoru. Cela veut dire que la chasse est à nouveau possible. Alors, nous repartons avec Idrissa Maïga d'Amurezika, Lam, Tallou, pour le pays de nulle part. Et bientôt, devant notre Land Rover, apparaissent les montagnes de la Lune et les montagnes de cristal. À Yatakala, nous avons l'explication du télégramme. Au cimetière du sud, il y a une nouvelle tombe, celle du chasseur qui gâtait la chasse, du chasseur qui avait fatigué la brousse. Il est mort, et maintenant, la chasse peut reprendre. Mais cette fois-ci, les chasseurs ont décidé d'avoir la bonne chance avec eux. Le soir, sur son violon godier, Isiaka appelle les génies de la brousse. Et Takun, le génie qui circule sur les tourbillons, dit « Partez, la chasse sera bonne ». Cette année, la mare de Fitili est pleine. Cette année, les bergers peuls n'ont pas à puiser l'eau pour abreuver les troupeaux. Les bergers passent toute leur journée à l'ombre, les bergers apportent l'eau et le lait traditionnel à Wangari et aux chasseurs. Les chasseurs sont là, assis à côté des peuls. Ils ne parlent pas. Et les jeunes bergers qui se battent déjà avec des lions à coups de bâton ou à coups de pierre savent très bien pourquoi les chasseurs sont venus. Ils savent très bien qu'il s'agit de lions dont on ne parlera que lorsque le chef des Peuls sera là. Le chef arrive, il dit simplement « Oui, il y a des lions ». Et le vieil Ali ajoute « Il y a beaucoup de lions autour de Fitili.
Chasseurs, vous n'aurez qu'à faire quelques pas, et vous pourrez les attraper par la queue. Et l'après-midi, les chasseurs partent en reconnaissance. Belébia, Yeya, Taïrou Koro, Isiaka et Ali. Ali, l'apprenti qui veut devenir chasseur et qui n'a pas le droit d'avoir un arc avant d'avoir montré son courage. Voici la trace d'un lion que les chasseurs connaissent bien. C'est un lion plus fort et plus malin que les autres, un lion que les chasseurs appellent l'Américain. Ici, l'Américain a bondi, là, une tache de sang, et sur le sol, un charme magique, un tirra, que l'on accroche au cou des chameaux pour leur éviter les accidents de brousse. Le cadavre du chameau est à côté, sous les épineux. Le tirra n'a pas agi, le lion l'a attaqué. C'est un lion qui ne mange pas les bêtes qu'il tue. Alors, le plus doucement possible, les chasseurs placent les pièges. Mais l'Américain est un lion qui connaît tous les secrets de chasse, et Isiaka prend d'autres précautions. Le génie Takun lui a dit « Les lions sont comme de belles filles. Les lions aiment le parfum. Ouvre une petite bouteille, mets-la à côté des pièges. » Et certainement, le lion viendra et appellera tous les autres lions. Isiaka enterre sous un tas de cailloux une petite bouteille de parfum Soir de Paris. Et chacun des chasseurs vient placer un petit caillou en formulant le même vœu que les lions viennent ce soir visiter les pièges. Au campement des bergers, Yeya prépare la tête d'une vache tuée par les lions. Les chasseurs restent toute la journée sous les arbres avec les bergers. Ils ne parlent pas de chasse. Si l'on parle trop de chasse, on risque de rompre les charmes de brousse. On risque d'avoir contre soi les génies de la chasse. Ali, l'apprenti, répare ses sandales avec un vieux morceau de vêtements militaires. À côté, Belébia prépare un gouri, un collier magique, pour être invisible au lion. Un gouri fabriqué simplement avec une tresse de cuir, une tresse de fourrure, une tresse de corde, enfermée dans une gaine de peau. Les flèches attendent dans les carquois, et sur l'arc de Taïrou, il y a d'autres gouris, 4 petits sachets qui contiennent tous les grands secrets de la brousse. Le matin, le premier piège est parti. Ce n'est qu'un chacal, mais un chacal, c'est l'esclave du lion. Un chacal, c'est Genji Ham, c'est la première viande de brousse. Le deuxième piège a pris un maridenda, un serval. Un serval aussi, c'est viande de brousse. Un serval, cela s'égorge, et avec la fourrure, on fabrique un carquois. Le troisième piège a attrapé un zibda, une civette. Et c'est sur la civette que les chasseurs essayent le poison vieux de 3 ans, le poison Boto. Wangari tire dans le gras de l'épaule, et Yeya dit les devises du poison. Voilà ton jour, Boto. Les ancêtres t'ont donné à Taïrou. Taïrou t'a pris avec méchanceté. Celui que tu piques, ses yeux sont ouverts, mais il ne voit pas. On dit, voilà la trace. On dit, voilà la mort. J'ai suivi la trace de sang, j'ai suivi la trace de mort. Fais du mal, poison Boto. En lui demandant pardon, Ali égorge la civette pour transformer cette viande de brousse en viande de village. Et Yeya, en s'excusant aussi, coupe sous la queue de la civette la poche à musc qui sert à faire des parfums. Et maintenant, dans la brousse de Fitili, il y a la trace de sang qui conduit à la trace de mort. Mais les lions ont attaqué les troupeaux. La vache préférée de Diogona, un berger peul de Fitili, a été blessée hier soir. Le lion a commencé à l'égorger. Le berger a chassé le lion à coups de bâton, mais les moindres blessures de lion sont très dangereuses. La femme du berger Diogona pleure sa vache, car les bergers peuls aiment leur vache comme un enfant. Et Taïrou Koro, le chef des chasseurs, qui sait tuer les lions, jette sur les blessures un peu de poussière en prononçant les formules magiques qui guérissent les blessures de lion. Maintenant, les pièges sont placés et visités tous les matins. Ce matin-là, un piège n'est plus à sa place. Les chasseurs, Taïrou, Belébia, Ali, Wangari, Siaka suivent les traces. Peut-être celle d'un petit lion, peut-être celle d'une hyène. L'animal a traîné son piège très loin. Il est là, on s'approche doucement, c'est une hyène. Une hyène qui essaye d'atteindre l'eau. L'hyène est l'animal le plus terrible de la brousse. Il se nourrit de cadavres. C'est un tiarkao, un sorcier qui mange les âmes. Yeya tire, et Yeya et Wangari disent les grandes devises du poison Boto
pour qu'il agisse le plus vite possible. Alors, Isiaka tire une deuxième flèche. « Meurs, meurs vite, hyène, meurs le plus vite possible. Va-t'en, animal charogne. » Isiaka a peur, et tous les chasseurs ont peur de l'âme méchante de cette hyène qui peut les rendre fous. Isiaka a dit, elle ne se relèvera plus. Taïrou s'approche, il tire le cadavre hors de l'eau. Taïrou demande pardon à cette hyène, puis il tape 3 fois sur la tête avec son arc pour que l'âme dangereuse s'en aille. Isiaka égorge l'animal qui maintenant n'est plus impur. Sa viande séchée et sa peau serviront à préparer les grands charmes magiques que l'on vend dans les pays du Sud, et la flèche qui a tué l'hyène ne servira plus jamais. Mais, malgré toutes ces précautions, la mort de cette hyène n'est-elle pas présage de malheur? Alors, c'est la mauvaise chance. Un piège a attrapé un lion. Sur le bois, il y a des traces de mâchoire. Mais le lion a réussi à casser le piège et à s'enfuir. Les chasseurs sont inquiets. Les charmes magiques de l'arc de Taïrou sont-ils assez puissants? L'âme de cette hyène n'a-t-elle pas gâté la brousse? Mais Taïrou dit simplement « Il faut réparer le piège, il faut refaire le courage, il faut continuer la chasse. » Maintenant, c'est la guerre de brousse. Les chasseurs retrouvent la trace de l'Américain, la trace du pied blessé par le piège. L'Américain est accompagné de 2 lionnes et d'un petit lion. Cette nuit, les lions sont venus à Tokia Bolia, près d'un campement de Touareg. Ils ont attaqué un bourricot, et comme par défi, ils ne l'ont pas dévoré. Wangari interroge le chef des Touaregs. Oui, les lions sont restés toute la nuit à tourner autour du camp en rugissant. Le grand Ali dit « Ils vont revenir ce soir ». Isiaka dit « Mettons des pièges tout autour du cadavre du bourricot ». Wangari répond « L'Américain est malin, il est fort, mais au nom de Dieu, nous sommes aussi malins et aussi forts que lui. » Oui, dit simplement Taïrou, le chef des chasseurs. Et l'on recouvre le cadavre de bourricot d'épines, mais tout autour, il y a des pièges. Au matin, l'emplacement d'un piège est vide. Il y a une trace, un lion a été pris. C'est un jeune mâle, peut-être le fils de l'Américain. Les chasseurs saluent le petit lion, et Taïrou, le chef, calme le petit lion, car il n'est pas bon de tuer un lion en colère. Taïrou balance sa hache lentement d'arrière en avant. Il parle au petit lion dans son cœur. Et Yeya et Wangari disent et chantent les devises des chasseurs, les louanges du petit lion. Alors, le petit lion se calme. Isiaka, le plus jeune des chasseurs, est désigné pour tuer le petit lion. Il sait que le chasseur qui tue un jeune lion risque de perdre un fils dans l'année. Mais la chasse est une chose grave et méchante dont on connaît les risques. Et Taïrou, le chef des chasseurs, parle dans son cœur au petit lion. Il lui demande de pardonner au chasseur et de mourir le plus vite possible. Et par 3 coups de son coupe-coupe, Taïrou libère l'âme du petit lion. Alors, les chasseurs reprennent la trace de l'Américain et de ses 2 femelles. Un matin, à Karegoussou, un drapeau qui flotte dans le vent indique qu'un lion est pris, tout près du camp des Bellas. Wangari dit « Faites attention, le piège a attrapé seulement un doigt du lion. Il est furieux, il peut se sauver. » Isiaka choisit ses 3 meilleures flèches. Et Taïrou, le chef, pousse le cri de courage. « Mukaga !» Le lion est touché par une flèche de Wangari. Alors, Wangari chante les louanges. Il chante les louanges des chasseurs, les louanges du courage et de l'adresse, les louanges du lion qui va mourir. Et Yeya crie les grandes devises du poison Boto. « Malheur, 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 Boto ! Voilà des jours difficiles, poison Boto. Fais du mal, poison femelle plus méchant que le poison mâle. Ô poison Boto, si la flèche est rentrée, l'animal meurt. Si la flèche est restée, l'animal meurt. Si la flèche est tombée, les os sont morts. Les jambes sont mortes, le sang est mort. Voilà ton jour, Boto. Le soleil est chaud, l'ombre est chaude. Tu ne peux pas aller en avant, tu ne peux pas aller en arrière. Ton cœur est du feu, ton ventre est du feu. Ton sang est du feu. Que ton ventre fume, que ton sang se mette à bouillir. Malheur, 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 Boto. Celui qui te laisse meurt de faim. Celui qui te prend vomit sa mort. Alors, Taïrou redit au lion les paroles de courage. Lion, maintenant, il faut mourir.
Isiaka tire en arrière le cadavre de l'animal. C'est une lionne adulte. Taïrou, le chef, fait les grands charmes magiques pour libérer l'âme de la lionne. Il lui met des poudres d'écorce dans le nez, la bouche, l'anus. Puis il caresse la lionne, il lui demande pardon. Sans cela, l'âme de la lionne risque de rendre fou l'un des chasseurs. Les 3 flèches qui ont tué la lionne sont retirées par les chasseurs. Ce sont leurs plus grands trophées. Enfin, Taïrou donne à la terre sa trace de sang, sa trace de mort. Il jette un petit morceau de terre sur le crâne de la lionne pour que son âme s'en aille définitivement. Alors commence la vraie guerre de brousse. L'Américain et sa dernière femelle attaquent tous les jours. Un matin, l'un des Touaregs annonce qu'un lion est pris au piège, là, au nord, tout près du campement de Fitili. Malgré les conseils des chasseurs, malgré les ordres de Taïrou, les bergers peuls veulent voir la mort d'un lion, eux qui n'ont pas le droit de tuer le lion. Et soudain, c'est la catastrophe. Le lion charge avec son piège, rattrape un berger peul. Je m'arrête de tourner, mais le magnétophone continue à enregistrer. Subhana barbato bajine kuno biyo kuno siddo kuno perti persino kuno bulasan persino kuno bulasan kada kan tanjo tan kan tan jam tan kamno tan mo biyo yani mun wat ya johan dum Alors, c'est le miracle. Au moment où les autres bergers attaquent à coups de lance, le lion meurt. On dégage le berger blessé. C'est Diogona, le berger dont la vache favorite avait été attaquée quelques jours plus tôt. Et sur le sol, il y a le sang de Diogona et le sang de la lionne. Alors, les chasseurs insultent les bergers et les bergers insultent la lionne. Wangari dit « Femme de l'Américain, hier tu as attaqué les troupeaux, tout à l'heure tu as attaqué les bergers, maintenant regarde comment tu es. » Et Bélébia dit les louanges du poison boto qui tue plus vite que la charge d'un lion. Il dit les louanges des chasseurs qui n'ont pas fui. Il dit les louanges de la lionne de Fitili qui a eu le courage, avec un piège à la patte, d'attaquer les bergers peuls. À côté, la femme du berger Diogona pleure. L'autre jour, elle pleurait sa vache favorite. Aujourd'hui, elle pleure son mari. Et la fille du berger pleure aussi. Elle pleure son père. Elle pleure jusqu'au moment où les vieilles femmes lui disent « Tu pleures parce que ton père a été blessé par un lion, mais ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Il n'y a pas de honte. » Pourtant, c'est pour dissimuler la honte que l'on tente une couverture derrière laquelle, à l'abri des regards, Damourezika soigne Diogona, le berger blessé. Et Taïrou, le chef des chasseurs, dit au berger « Diogona, tu as dû faire des choses mauvaises pour qu'un lion te choisisse 2 fois. Au nom de Dieu, tu as de la chance de ne pas être mort. » Et les chasseurs disent au berger ce qu'il doit faire pour apaiser la colère de la brousse. Alors la chasse s'arrête, puisqu'il y a eu un accident d'homme. Et les chasseurs rentrent au village de Yatakala. Le cadavre de la lionne de Fitili a été placé dans la Land Rover, et tout le long de la route, Wangari chante. Je chante pour les vrais chasseurs,
et non pas pour les chasseurs d'animaux morts. Notre chef s'appelle Taïrou, le mari de Kombi, le père d'Iliassou. Je te dis bonjour, je te salue, brave des braves, le chasseur du matin, le chasseur du soir, le chasseur de tous les temps. Ô les chasseurs, lequel va mourir, lequel va vivre jusqu'à demain? Ô le lion, j'ai vu le poil de tes pattes, j'ai vu le poil de ton front, la taille de ce lion, je ne l'avais jamais vu. Ô mes frères garçons, prenez votre place de garçons, que ceux qui n'ont pas de courage retournent au village avec les femmes. Nous, les garçons, nous savons comment nous allons faire pour tuer ce lion. Nous sommes fatigués et tranquilles, nous sommes les chasseurs Gao, les tueurs de lions de Yatakala. Notre nom est connu du lever du soleil au coucher du soleil. Et tout le village se précipite vers Boseido, à l'ombre du tamarinier, où, traditionnellement, les chasseurs font le rituel du lion mort. Quand tout le monde est là, Wangari dit « Regardez, voilà notre chef, voilà Taïrou Koro. Taïrou Koro qui a eu la chance avec lui, Taïrou qui a su préparer le poison. Et voilà Isiaka, Isiaka le meilleur des tireurs. » Et les femmes disent « Nous avons des maris qui sont comme les guerriers d'avant, des maris qui ont plus de courage que des lions. » Yeya place autour de la tête de la lionne des entraves d'écorce, qui montrent que l'animal de brousse est devenu animal de village. Yeya sort sa langue, et Taïrou, une fois de plus, met dans les orifices la poudre qui permet à l'arme de sortir. Puis la lionne est égorgée, pour que sa viande soit comestible. Wangari et Yeya enlèvent le piège. La patte n'a même pas été cassée. Belébia caresse le lion. Belébia met son doigt dans le trou de la blessure et le dépeçage commence. Car si on tue le lion, c'est aussi pour le manger. Il n'y a pas de viande meilleure que la viande d'un lion tué à la flèche empoisonnée, et elle a le mérite aussi de guérir les rhumatismes. Et Wangari raconte aux femmes l'histoire de la chasse de la lionne. Cette lionne est maigre, cela fait 8 jours qu'elle n'a pas mangé. C'est une demoiselle, c'est une bordelle, elle n'a pas de mari. C'est une mauvaise femme qui cherchait les garçons. Quand une femme ne reste pas tranquille, elle tombe toujours dans des coups pareils. Et voilà qu'on a l'explication du miracle du berger. En ouvrant la poitrine de la lionne, en plein cœur, on découvre la flèche d'Isiaka. Et, comme le veut la coutume, cette flèche est donnée au chef des chasseurs, à Taïrou Koro. C'est à Taïrou Koro que l'on donne le cœur de la lionne. Ce cœur, que l'on fera dessécher et que l'on ira vendre dans les pays du Sud à un homme important qui, grâce à ce cœur, aura, lui aussi, beaucoup de courage. Et aujourd'hui, à Yatakala, les tambours des griots jouent les louanges des chasseurs de lions, de ceux qui ont ramené la viande au village, de ceux qui ont chassé la honte vers la brousse. Et l'après-midi, les tambours des griots appellent les garçons au bord du Gorwol, pour le récit traditionnel de la chasse que doivent mimer les chasseurs. Wangari raconte comment les chasseurs se sont approchés du petit lion, comment ils ont tué le petit lion. Et Wangari dit « Les enfants, quand vous êtes devant un petit lion, il ne faut jamais avoir peur. Il faut simplement bien viser. » Maintenant, les rôles changent. C'est Wangari qui imite la lionne de Fitili. Wangari avance en rugissant. Sidiki fait le chasseur qui s'approche d'un enfant qui représente un buisson. Il s'approche doucement, il tire la lionne de Fitili. Toute la journée est la journée des chasseurs. Et le soir, comme le veut la coutume, avant de rentrer dans leur village, les chasseurs se retrouvent autour de la peau de la lionne. Isiaka, le meilleur tireur, a repris son violon gaudier. Il joue Gawai Gawai, l'air des chasseurs. Et Wangari, pour tout le village, raconte l'histoire de la chasse. Les enfants, c'est cela l'histoire de Gawai Gawai, l'histoire de la chasse au lion. L'histoire que vous raconte un jour Wangari, l'histoire du chacal, l'histoire du maridenda, l'histoire du petit lion, l'histoire de la lionne de Kareigoussou, l'histoire de la lionne de Fitili, l'histoire de l'Américain qui est toujours en brousse, l'histoire d'Isiaka, le meilleur tireur, l'histoire de Taïrou Koro, le chef des chasseurs, le chef des poisons, l'histoire de Yeya, son petit frère, qui sait si bien chanter les louanges du poison Botto, l'histoire d'Ali, le nouvel apprenti qui, maintenant, a le droit d'être un chasseur, l'histoire de Belébia, le meilleur pisteur du pays de nulle part, l'histoire du lion, qui maintenant a aussi le baza, la corde des captifs dans son nez. Cette histoire, les enfants,
vous ne la vivrez sans doute jamais, car, quand vous serez grand, personne ne chassera plus jamais le lion à l'arc. Voilà, l'histoire de Gawaï est terminée. Histoire sans images. C'était une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, La chasse au lion à l'arc de Jean Rouche. Assistante de réalisation, Annie Cœur-Devet.